soyez attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Campus Montpellier, il est 19h, l'heure de Cinémascope. Au programme ce soir, l'émission tant attendue sur les tops et les flops de l'année 2016 pendant la première heure. Ensuite viendra notre habituel partie débat sur 2 films de la semaine. Donc Neruda de Pablo Larraín et Nocturnal Animals de Tom Ford. Notre équipe ce soir, donc Arnaud à la technique bien sûr, Thomas, Marina, Antoine, Guillaume, Simon, Gauthier, Titouan, Jonathan, Marie et Vincent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et on sera filmé aujourd'hui, donc faites des bonnes têtes, parce que c'est utile. On va revenir sur les Golden Globes, donc qui ont lieu le 8 janvier 2017. Donc on a un peu de retard, mais donc pour cette 74e édition, il y a eu 7 prix pour La La Land, donc 7 prix pour 7 nominations. Donc le prix pour Ryan Gosling, pour Emma Stone, pour Damien Chazelle. Arrête de me regarder quand on parle de Ryan Gosling, je l'aime pas, point, c'est tout. Tu sais pas, t'as pas encore vu le film. Non, mais dans tous les autres films, je l'aime pas. Donc... Ne juge pas trop vite. Je trouve que tu juges trop vite. Donc aussi pour la musique, donc Justin Hurwitz, moi je suis très content qu'il soit primé, puisque Justin Hurwitz pour Whiplash il a fait un travail exceptionnel, et donc meilleur film aussi, donc le prix pour Isabelle Huppert bien sûr, donc dans son interprétation. Meilleur film, c'est pas Moonlight? Non, mais ça, en fait il y a les Golden Globes, c'est assez spécial, ouais, il y a deux prix, donc par exemple, Casey Affleck a eu le prix de la meilleure interprétation pour Manchester by the Sea, et ton adoré Ryan Gosling aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous voulez réagir d'ailleurs sur les prix? Est-ce que vous avez d'attente pour La La Land encore plus? C'est génial. Je sens que vous êtes emballés aujourd'hui. Je veux vous emballer encore plus puisqu'on va parler des flops, donc avec le jingle tout de suite. Ça commence à sentir mauvais pour moi ici. Il y a des signes qui ne trompent pas. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Je les ai observés et je le sais. Et ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi, hein. Donc, on va parler des flops de 2016, les films les plus pourris, les plus nazes. Qui veut commencer? À ma droite, commençons à ma droite avec Thomas. Oui, dis-nous tout. Comme ça, c'est moi qui commence. Oui. Bon, eh bien... Alors dans mes flops, tu veux que je parle de tous les films ou que je réagisse juste sur un film en particulier c'est toi qui vois, s'il y en a vraiment un. Le premier film que j'ai mis dans mon flop, c'est Steve Jobs de Danny Boyle. Viennent ensuite La fille inconnue des frères Dardenne, Nocturama de Bertrand Bonello, Tony Hardman de Marraine 2 et Rester vertical d'Alain Guiraudy. Rester vertical notamment parce que c'est un film assez, je trouve, empoulé, qui se veut un peu... qui se veut un peu faussement subversif, et je tu vas pas te faire des amis en disant ça, je pense. Voilà, de plans notamment qui fait de manière très frontale comme ça. Je suis plutôt partisan d'un cinéma qui justement est dans l'ellipse et tout ça. Enfin voilà, donc c'est aussi un choix personnel, c'est que le film a été assez salué par la critique. C'est pour ça moi je choisis essentiellement des films qui étaient plutôt salués par la critique, ou en tout cas une partie de la critique, plutôt que des films qui sont nuls et reconnus comme tels par beaucoup de gens. Enfin voilà, et Steve Jobs aussi, notamment parce que je trouve le film redondant, ennuyeux au possible, avec un scénario qu'on a beaucoup vanté justement comme étant un très bon scénario, et que je trouve au contraire très faible, et puis aussi avec des effets donc la visuelle très appuyée, un film qui tourne en rond et qui est hyper bavard et qui m'a beaucoup ennuyé de façon générale. Voilà. Très bien. Tu as très bien argumenté. Simon va passer au tien, donc ton flop 5 de l'année. Mon flop 5, encore une fois, Les Beaux Jours d'Aranjuez de Wim Wenders, mais je pense qu'il va revenir souvent, celui-là. Dogs aussi, parce que je me suis vraiment emmerdé dans ce film, c'est pas possible. Que de la forme, c'est pas possible.
Puis après, bon, il y avait aussi Le ciel attendra, on a vu aussi Demain tout commence, un peu, voilà, dans les films un peu gentils français. T'attendais vraiment Demain tout commence? Non, mais je le mets dans mon flop, j'ai pas dit que c'était ma déception. Bah, je veux dire, je l'attendais pas ce film, je savais même pas qu'il avait été mis en route. Je savais même pas qu'il avait été mis en route, alors tu vois, bon. Donc vraiment les plus mauvais films que j'ai vus cette année. Et Kubo aussi, L'armure magique, que je trouve un peu surcoté. Merci. On va en parler. Ah bah t'en parleras un peu plus si tu veux. Voilà. C'est tout? Bah pour mes flops, c'est déjà ça. Ah, c'est déjà pas mal. Tito, on passe au tien. Oui, moi c'est à peu près pareil. Il y a Dogs, Moko que je vais pas détester, mais bon, je me suis vraiment emmerdé. Sinon, après High Rise, j'en attendais beaucoup et je l'ai trouvé complètement vain, complètement vide. Moi, Daniel Blake, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment détesté. Je trouve ce film misérabiliste et c'est une horreur. La Fuite de Brest, bon, il y a rien à redire de plus. Tour de France, c'était vraiment mauvais. C'est vrai que ceux qui l'avaient vu au cinéma avec moi, c'était une avalanche de clichés. Le ciel attendra, pareil, et Demain tout commence, une horreur. Très bien. Antoine, on passe au tien. J'espère qu'ils nous écoutent. Moi, ils ont presque tous été dit. Mais redis-les, faut bien qu'on comprenne. Je vais vous faire du cinquième au premier. Alors, le moins pire, on va dire, Les Animaux Fantastiques, que j'ai trouvé mauvais tout simplement. Sausage Party, ça c'est surtout par le fait qu'ils nous a vendu le film comme étant waouh, scandale, tout ça, et ça c'était de la merde. Le ciel attendra, là je crois que déjà tout a été dit, il me semble. Dogs, bon bah voilà, Tito a bien résumé la situation. Je crois même que t'as dormi dessus. Me semble bien. Dessus, carrément, dessus. Ah, dessus, sur la jaquette. Aucun respect. Et puis les beaux jours d'Aren Ruiz, là pour le coup, vous feriez bien d'écouter l'émission qu'on a consacrée pour ce film. Voilà. D'ailleurs, un jingle, c'est de la merde. Ouais, voilà, on l'a créé pour ça. Exactement. On s'est posé la question là-dessus. Espérons un deuxième de la part de Wim Wenders. Vincent, on passe au tien. Ouais, moi, j'ai pas vu énormément de films cette année et encore moins des films que je n'ai pas vraiment aimé, donc je ne vais parler que d'un seul film, c'est Suicide Squad de David Ayer. Le premier défaut pour moi, il est visuel, c'est-à-dire que les promos et les éléments parafilmiques, donc le logo, les affiches et tout ça, vendaient un film esthétiquement très intéressant avec des couleurs hyper flashy qui contribuaient à vendre un esprit limitless, borderline pour le film, et finalement on ne retrouve rien de tout ça dans le film en lui-même. Je dirais même que niveau des couleurs c'est plutôt terne. Et puis finalement on se retrouve avec un film très sage. Les personnages sont des méchants, on s'attendait à ce que justement ils explorent, enfin ils en fassent quelque chose en fait, d'avoir des antagonistes des ennemis habituels de l'univers DC en tant que héros, et finalement non, ils creusent rien là-dessus. C'est un film voilà qui est finalement assez vide. D'ailleurs Deadshot, qui en principe est un tueur à gages, là c'est finalement un véritable héros. Il va jusqu'à sauver Harley Quinn, une meuf qu'il a rencontrée 5 minutes avant, on sait même pas pourquoi. Parce qu'elle est bonne. Ouais, non, mais en plus, je vois dans le film, ça nous est présenté que le truc qui compte le plus à ses yeux, c'est sa fille. Et le personnage d'Amanda Waller lui propose de payer ses études, les études de la gamine, de le laisser revoir sa fille en échange de la capture d'Harley Quinn. Et il dit ok, et finalement, il laisse Harley Quinn partir. On ne comprend pas les motivations de ces personnages. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé ce film? Parce que j'ai l'impression que. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, moi j'ai pas eu le courage. J'ai vu les critiques et je me suis dit bon. Bah, il n'y a rien qui tenait debout, donc c'est pas grave. Très bien, Marina, on passe au tien. Il y en a 5 au moins. Bah, figure-toi que j'en ai 8 sur le coup. Wow. Non, mais du coup, il faut que. Alors, attends, parce que ça fait que changer. Donc, en 5e position, bon, là, je vais mettre Tony Erdmann. Yes. Voilà. Tony Erdmann dans les flops. Dans les flops, ouais. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, je l'avais complètement oublié, je viens de m'en rappeler. Bon, il était ex-aequo avec Mistress America et Les Malheurs de Sophie, donc c'est fou dire. J'ai pris le moins pire. En 4e position, j'ai mis 13 Hours. Le film de Michael Bay, ça ne parle à personne. Ce film est extrêmement dangereux. Ouais, il est extrêmement dangereux ce film. Hein. C'est America Fuck Yeah. On te montre des méchants, des gentils et des gentils qui jouent à la PlayStation au milieu de la Libye. Du Michael Bay quoi. Et oui. En 3, j'ai mis Batman vs Superman. Oula. Est-ce que je dois. Gros débat. Non. Bon, mais parce que je vais dire pourquoi, parce que moi je n'aime pas du tout, j'adhère pas du tout à l'univers de Zack Snyder, tout simplement. Je l'ai trouvé pas
très bon, j'en garde pas un super souvenir, mais ça ne m'empêchera pas d'aller voir la suite parce que malgré ça, j'ai quand même aimé la performance de Ben Affleck en Batman. Voilà. Ah oui, je trouvais que c'était ce qui était le plus faible dans le film. Ah bah D'ailleurs, écoute, il va pas réaliser les suivants. J'en sais rien. Après, il y avait cette espèce d'apparition en mode murène de Aquaman qui m'a fait mourir de rire. Voilà. Ne spoil pas. Non, il faut voir juste cette scène. Après, les musiques étaient pas trop mauvaises pour une fois et bon voilà. Bref, donc on passe au deuxième, Gods of Egypt de Proyas. Donc après un film comme Dark City et iRobot, je m'attendais pas à ce qu'il fasse de la merde comme ça. Et en 1, j'ai mis... c'était il y a longtemps. Maintenant, il fait vraiment des trucs. Je sais pas. Je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'il prenne sa retraite, je sais pas. Tu vas le défoncer après, c'est parfait. Et en premier, j'ai mis Point Break parce que je pense être l'avoir la seule. Alors, oui, le remake, oui. Parce que c'est une aberration. Déjà, je viens de découvrir qu'au québécois, il s'appelait Extreme Limit, le film déjà. Donc, j'ai fait. Mais le titre français est comme ça à la base. Hein. C'est Point Break Extreme Limit. D'accord. Donc moi j'ai le souvenir de Extreme Limit, c'était une série télévisée qui passait sur la 1 l'après-midi, qui était déjà extrêmement mauvaise. C'était juste avant ou après Pacific Blue. Donc bref, c'est vous dire, c'était mauvais. Dimanche après-midi de ma vie était mauvais. Il est avec qui le remake juste? Je ne sais pas, je sais plus. Je sais plus. Je l'ai effacé complètement de ma mémoire. Déjà, je trouvais que c'était inadmissible de faire un remake d'un film de Catherine Bigelow. Mon amour pour la grande Catherine, il était hors de question que quelqu'un fasse un remake, notamment de Point Break, surtout quand on avait un super Patrick Swayze et un divin Keanu Reeves. Voilà, ce film est une daube extrême. C'est le cas de le dire, extrême limite, il est limitement limite, voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire à part que ces films c'est de la merde, voilà. Très bien, au moins c'était clair. Marie, on passe à ton flop 5, donc 2016. Ce sera un top 4. Un flop 4. Et donc du coup en 4e position c'est plus des déceptions, donc Désierto parce que j'en attendais rien de spécial et que j'ai pas aimé, Nerf parce que c'est complètement caricatural, Allié parce que je me suis ennuyée et que Marion Cotillard et Brad Pitt sont incroyablement ridicules dans ce film, et en première place Kubo et l'armure magique. Ah oui, carrément, d'accord. Parce que tout le monde a adoré ce film, l'a trouvé génial. Enfin, en tout cas, je l'ai retrouvé beaucoup dans des critiques hyper positives. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est un film qui a une belle animation et c'est tout. Enfin, il n'y a aucun scénario. Le scénario, il est complètement anticipé en fait. Il est complètement improvisé. Il n'y a pas de dialogue en fait, où ils sont uniquement décoratifs. J'ai trouvé ça fainéant et j'ai vraiment trouvé que c'était prendre les enfants pour des idiots. Et voilà. Bah, juste si tu me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai justement beaucoup entendu de gens dire que effectivement l'animation était très bien, et parce qu'objectivement on peut pas nier que c'est quand même une réussite et que c'est quand même un défi technique, mais justement je trouve que le scénario c'est une des grandes forces du film, au contraire, et il me faudrait plus de temps pour pouvoir argumenter là-dessus, mais je trouve qu'il y a des thèmes qu'il aborde et qui prend justement pas du tout les enfants pour des imbéciles, notamment dans la façon dont il traite, notamment dans la façon dont le réalisateur Travis Knight traite des thèmes comme la mort par exemple. Je trouve que le film effectivement suit un schéma qui est un schéma qu'on voit dans plein de films. C'est le schéma de j'ai pas trop aimé avec laquelle c'est hyper facile, et puis les rebondissements sont grossiers, vraiment. Il est un peu noir le film quand même. Il est noir pour les enfants. Il y a de l'humour que je trouve très fin, subtil, plein de petites. C'est pas à mon avis en tout cas, et moi j'ai vraiment trouvé ce film grossier. Mais voilà. Moi je dirais justement que le film non seulement a une animation qui est excellente, d'une grande qualité, et en même temps son scénario. Mais après effectivement. Voilà. Moi je trouve qu'ils se sont emmerdés à faire une animation de dingue pour rien, et qu'ils avaient que l'animation et qu'ils se sont dit tiens on va faire une histoire avec, on va prendre un peu de Harry Potter, un peu de machin, un peu de trucs, un peu de n'importe tous les scénarios basiques en fait de films pour enfants, et on va les mettre là-dedans. On va dire que lui c'est sa mère, puis après on va dire oh tiens il est souvent avec ce personnage là, tiens on va faire en sorte que ce soit son père, mais enfin bon bref, il n'y a aucune logique dans le tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est improvisé complet. J'ai l'impression que c'est au fur et à mesure de l'histoire, on dit tel personnage ça va être lui, tel personnage, on construit voilà, mais je très bien s'il y en a qui le trouvent bien. Pour expliquer un peu ce problème, je pense qu'il y a eu
Il y a eu de gros soucis sur le budget vers la fin, et du coup je pense qu'ils ont fait le film un peu trop vite, et ce qui explique un peu ces problèmes de scénario. Oui, mais bon, on n'est pas quand on va au cinéma, quand on va au cinéma, on regarde le film et puis. Non, mais c'est vrai, on juge le film effectivement. Tel qu'on nous le présente, quoi. Mais t'as pas trouvé les personnages, par exemple, attachants, les personnages. Ah non, parce que j'ai trouvé. Tu te fais du mal, on laisse un peu dessus. Oui, en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune justification. On pense que c'est original et puis au final on se dit en fait non, pas du tout, parce que tout est gros, vraiment. Tout est, je veux dire, ce serait vraiment gros que lui ce soit son père, quand même. Ah bah tiens, c'est son père. J'ai trouvé que c'était, on voyait ça à 1000 km avant, mais voilà, après. En tout cas, moi j'ai pas aimé du tout. Non, c'est bon, d'accord. Bon, Jonathan, on passe à ton flop. Alors avant de faire le flop 5, je vais faire mon petit coup de gueule annuel sur la comédie française. Comme d'habitude, ouais. Qui se vote toujours dans la médiocrité. Donc je me suis pas coltiné toutes les comédies françaises, je vous rassure. Mais pour se rendre compte qu'on donne de l'argent quand même à ce genre de production, Touchous, Camping 3, Les Visiteurs à la Révolution, Amis Publics, Radin, Débarquement immédiat, et j'en passe. Ils osent même faire des titres à métaphore comme Arrête ton cinéma et Les Naufragés. Donc ils osent plus dans le ridicule. Heureusement qu'il y a de l'espoir avec La Loi de la Jungle, qui est quand même la meilleure comédie française de ces 3 dernières années à mon goût, que je trouve audacieuse. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Et rassurez-vous, en 2017, ça sera pareil, entre À bras ouverts, une comédie sur les Roms, parce que c'est vachement drôle de rigoler sur les Roms. Attends, c'est pas ou encore Mes Trésors. Clavier, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le truc avec. Ou encore Mes Trésors, faut pas lui dire, avec la chanteuse Jennifer. On n'arrête pas le progrès. Déjà sorti. Red Dommage qu'on n'en ait pas parlé. Ou Si j'étais un homme, dont j'ai vu l'affiche ce matin, avec une femme qui se réveille avec un pénis un matin. Voilà, c'est très très drôle. Vive la comédie française. Une chose sûre, entre racisme et sexisme, elle a pas pris de bonne résolution à nos comédies françaises, donc voilà. Et sur mes flops, j'ai Steve Jobs, je rejoins Thomas là-dessus, bavard, surfait, inutile et incroyablement ennuyeux. Nocturama, que je trouve maladroit et douteux dans le fond et répétitif et moche sur la forme. La 5e vague, un teen movie très mauvais, cliché et avec un sentimentalisme à 2 balles. Et ensuite les deux premiers sont magnifiques. Warcraft, une sorte de bouillie visuelle complètement indigeste, ridicule. Antoine, c'est pour toi là, Antoine, vas-y. Anti-épique et le number one, comme en parlait Marina tout à l'heure, God of Egypt. Alors c'est un film avec 140 millions de dollars, donc bienvenue au royaume du fond vert, des gros pixels bien gras et dégoulinants, où le public d'une foule en délire ressemble aux supporters de stade d'un FIFA 98. Le summum du kitsch dans toutes ses composantes, avec un héros antique égyptien aux apparences d'un teenager américain de 16 ans tout droit sorti d'un bal de promo, et où le whitewashing est partout présent. Le whitewashing, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. On remplace par exemple un véritable égyptien par un américain, c'est complètement absurde. Il y a Gerard Butler qui est obligé de faire une grosse voix pour montrer qu'il est vraiment très très méchant. Et pour refaire 300. Ouais, voilà. Et voilà, je plains les Égyptiens qui ont subi un viol mythologique sans précédent. Et comme le dit très très bien la critique de Télérama, les vrais nanars sont rares, c'est pourquoi cette choucroute mythologique mérite tout le respect. Et du coup, tu juges que c'est un bon nanar, enfin c'est un nanar. En fait, un vrai nanar, c'est quand je pense le cinéaste prend vraiment au sérieux et fait vraiment un film très mauvais, ce qui est le cas. Donc c'est vrai que je pense que c'est l'un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, c'est pour ça que. Ah oui, non, c'est. Bon, on se marre bien quand même. Encore. Ouais. Je pense que Sean Penn est moins pire, mais on verra. Mais on se marre dedans. Ah ouais, terrible. Faut le voir à plusieurs. Moi je l'ai vu, on était 6 ou 7, on s'est marré pendant 2 heures. C'était ça ? Non, même pas. C'était le lendemain de jour de l'an, mais j'étais pas bourré. Bon, voilà. Merci Jonathan. Avec plaisir. Gauthier, on passe à ton flop 5. Ouais, moi j'ai pas fait de liste, mais ni de top. Mais il y a Tour de France que j'ai. Moi je suis différent de voilà. Ce mec a un ego. Ouais, donc Tour de France que j'ai vu 2 fois au ciné, donc c'est courageux en plus. Ouais, à Cannes au Cinémètre, donc c'était double dose, donc c'était assez sympa. Et Desierto aussi qui était assez mauvais. Et Made in France, mais je sais pas quand il est sorti. Je sais pas si c'est en 2015 ou en 2016. C'est cette année en 2016, ouais. Ouais, voilà. Et voilà, c'était un thriller sur les. Ouais, sur un attentat. C'était très mauvais quoi. Et ça servait des djihadistes comme toile de fond, mais juste comme un prétexte. Quelconque quoi. Et sinon la plus grosse merde que j'ai vue cette année, je pense que c'est L'Idéal que j'ai vu il y a quelques jours, qui est ultra grossier et qui comprend pas en fait ce qui détourne. Parce que L'Idéal c'est un film de Beck BD qui parle de la vie de Beck BD, donc de la mode et de lui et de tout son monde de bourgeois et de lui aussi ouais.
Et il est fan de Spring Breakers, Beck BD, mais je pense qu'il a pas compris le film. Donc il comprend pas comment on fait du cinéma. Et c'est pour ça qu'il fait des plans séquences, comme ça au moins, bon voilà, on est sûr que... Il comprend pas comment on écrit des livres aussi. Ah ouais, ça c'est un autre problème. Il comprend peu de choses, j'ai l'impression. Ah, il comprend peu de choses. Mais il comprend même pas le système dans lequel il est en fait. Tu nous écoutes. C'est le problème. Ouais. Je trouve qu'il comprend pas c'est un rail de code, là, il a pas le temps. Ce qu'il critique. En fait, bah, tu l'avais vu? Ouais, j'ai pas du tout aimé non plus. Ouais. Je trouve que c'est un peu niais. Ouais, c'est un peu niais, c'est hyper En gros, je suis la seule à l'avoir aimé. Mais moi, je me suis fendu la poire sur ce film, justement. Bah, c'est ultra. Ah oui, tu l'as mis dans tes tops, il est dans mon top 15. Ouais, dans ton top 15. Mais surtout quand tu vois que The Neon Demon est sorti la même année et que c'est la version. Ah bah, moi, j'ai pas du tout aimé The Neon Demon et j'ai aimé. De The Neon Demon. En mode. Il y a moins de métaphores dans l'idée. Je sais pas savoir, hein? Ouais, il y a moins de métaphores dans les... Ouais, c'est plus littéral, ouais, l'idéal, ouais. Mais du coup, on attendrait de l'histoire qu'elle soit bien écrite, puisque c'est Beck BD, quelqu'un qui écrit des livres et qui normalement a du talent, mais là, il y a des gros traits avec ce personnage, cette fille-là qui... Oh là là, dis donc, c'est sa fille. Oh. Ouais, puis le capitaliste qui devient... C'est Kubo et l'armure magique, c'est ça. C'est ça, c'est le même scénario. L'ultra-capitaliste qui cherche des filles... hongroise à travers toute l'Hongrie, qui cherche des Russes et tout, devient une semaine, 2 semaines un exilé, il va dans la forêt et il vit au milieu des bambous. Et le premier rôle, c'est qui joue le premier rôle? C'est Gaspard Proust. Gaspard Proust. Il avait déjà fait un film avec lui, non? Ouais, l'amour dure 3 ans. Ouais, qui était mieux. Un peu mieux. C'était pas... Non mais comparé à l'idéal, c'est le fond l'idéal. Et il a osé reprendre la War Room de Docteur Folamour. Non. Eh si. C'est ça là. Oui. Oh là là. Elle s'appelle aussi la War Room, donc. C'est subtil. Hein. C'est très subtil. Ouais. D'accord. Okay. Ouais, c'est vrai que, on pense que c'est une référence. Non, mais on pense pas que c'est une référence aussi. Oui, ça. Ouais, ça. Alors, bref. Regarde, il a la War Room. Je comprends toute ta haine en fait pour ce film. Ouais. Guillaume, t'as fini tes notes? Bon, tu peux passer pour ton flop 5. Ouais. Donc moi, c'est pas tellement un flop comme vous des films les plus mauvais que j'ai vus, mais c'est plus des déceptions que j'ai eues cette année. Encore un mec. Par là-bas, c'est pas. Donc c'est plus des déceptions que j'ai eues sur l'année par rapport à des réalisateurs ou des films que j'attendais pas mal, ouais, on va dire. Donc il y a la poésie Sinfin de Jodorowsky. Donc sans m'étaler dessus, je trouvais que c'était une poésie lourde et sans saveur. Juste La fin du monde de Xavier Dolan, que je trouvais bien trop classique et académique et calibré pour Cannes. Neon Demon, que j'ai trouvé fantastique au niveau de la mise en scène, du travail sur l'image, de la musique, etc. Mais je trouvais que c'était une coquille vide et que Riffin était pris en étau entre le fait qu'il voulait faire le moralisateur et le dénonciateur dans son film, autant qu'il était profiteur de ce qu'il dénonçait, puisqu'il fait des pubs pour Gucci, etc. Ensuite, donc moi Daniel Blake comme Titouan, c'est pas tellement le film que je trouvais mauvais aussi, mais le fait que ça gagne une palme d'or, ça m'aurait pile quoi. Il y a des films comme Tony Erdmann, American Honey, Aquarius, Mademoiselle qui s'en tirent sans prix. Et ensuite The Revenant de Inarritu, que j'ai trouvé aussi très beau, etc. Mais que c'est une coquille vide et c'est plus l'impression que c'est une bande démo qu'un film quoi. Ok, bah très bien, merci pour ce flop. Je vais passer pour mon flop donc de l'année. Donc le 5e c'est The Do-Over, film qui signe la rencontre d'Adam Sandler, producteur officiel de Plaisir coupable depuis les années 90 avec les studios Netflix. Le résultat est affligeant voire gênant. Les personnages n'ont rien d'original, les gags et les scénarios encore moins. On dirait juste le mauvais remake d'une mauvaise parodie d'un mauvais film d'action. Ensuite, 4e Tour de France, donc un film qui a ouvert le cinéma de 2016 avec un duo surprenant, Sadek et Depardieu. Déjà, c'est un Tour de France qui ne met pas du tout en valeur les différents décors donc à leur disposition. En plus de ça, les plans sont très très laids. Pour ne pas arranger les choses, l'écriture de Rachid Gianni étale les poncifs du mec des quartiers et aussi place maladroitement une histoire d'amour à 15 minutes de la fin parce qu'il en fallait une. Dernièrement, il y a une scène aussi de baston qui est complètement ridicule et n'oublions pas l'incroyable performance du fils du personnage de Depardieu qui est à la comédie ce que Jean-Marie Bigard est à la poésie. Bref, c'est très très mauvais. Ensuite, 3e Assassin's Creed donc de Justin Kurzel, c'est le film qui donne le plus mal à la tête de l'année, non pas parce que le film est moche, mais on soupire tellement à cause du scénario illogique qu'on a la tête qui tourne à la fin.
Les personnages sont creux, on dirait même qu'il y a un concours entre eux pour savoir lequel est le plus pourri en fait. Le pire dans tout ça, c'est que le film nous montre même pas ce qu'on attend d'un Assassin's Creed, c'est-à-dire l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, l'action aussi, l'action avec un grand A. Au final, on a un film de merde avec un grand M. Deuxième, donc Les Beaux Jours d'Aranjuez, alias Le Cauchemar des narcoleptiques, un film sur le néant avec une pomme, des morsures de lèvres, du blas et du blas, un coureur de Tour de France, des pixels et Nick Cave. Fin, c'est tout. Donc il y a juste une chose à dire, c'est Wim Wenders, tu me dois 3,90€. En premier, c'est la plus grosse déception de cette année pour moi, c'est Nos Souvenirs de Gus Van Sant, un film qui n'a aucune profondeur dans la mise en scène, alors que les thématiques du suicide c'était du pain béni pour un réalisateur comme Gus Van Sant, qui filme si bien les personnages flirtant avec la mort dans Elephant, dans Last Days, dans Restless, pour ne citer que. Aucune profondeur aussi dans la direction d'acteurs, alors qu'au casting quand même Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts, le scénario est truffé de bons grogniers sentiments et le flashback, de flashbacks foisonnants qui sont vraiment pourris quoi. Mention spéciale à la révélation bidonnesque sur soi-disant un message codé en japonais. Notons au passage que le scénario low cost de Nos Souvenirs rend encore plus caduque la soi-disant qualité des scénarios de la Blacklist, donc la liste des scénarios plus ou moins exceptionnels, pas encore adaptés par les studios. Nos souvenirs, en fait j'avais surtout souvenir que la filmographie de Gus Van Sant ne m'avait jamais vraiment déçu depuis 95, et son Evan Cogal Get the Blues avec Hugh Matterman, et bien c'est fait, bravo. On a fini pour les flops, on va passer à notre partie top. Jingle. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Splendide, j'ai trouvé ça splendide, et toi? J'ai trouvé ça splendide. Et toi, comment t'as trouvé? Splendide, absolument merveilleux. Best of the best, sir. J'adore votre cinéma. Vous en connaissez un? Le meilleur. Il blanchit sous le harnais, hein. Et donc tout de suite, on a parlé des flops donc de 2016, c'était pas très bien à faire. On va parler tout de suite de meilleurs films, donc nos tops de l'année. On commence par le top de Thomas. Voilà. Alors c'est donc moi en première place, je pense que c'est un film que depuis que je l'ai vu au cinéma, je savais que ce serait mon film préféré de l'année. C'est un film qui a pas bougé depuis sa sortie en salle. C'est Midnight Special de Jeff Nichols. Je vais pas détailler tous les films comme ça, je vais faire la liste puis je reviendrai sur quelques-uns. En deuxième, il y a Elle de Paul Verhoeven. En troisième place, Kubo et l'armure magique de Travis Knight. Quatrième place, Dernier train pour Busan de Yong Song-ho. Cinquième place, Patterson de Jim Jarmusch. Sixième place, Your Name de Makoto Shinkai. Ensuite, il y a La Tortue Rouge, Premier Contact, Carole, Fait de beaux rêves de Marco Bellocchio. Les démons, c'est un film canadien, québécois de Philippe Lesage. Ma vie de courgette, Les 8 salopards, The Witch de Robert Edgers et Rulieta de Pedro Almodovar. Je voulais juste souligner que j'avais alors parmi les films que j'ai vus cette année, il y a beaucoup de films d'animation qui donc sont dans ce top. J'aurais pu en mettre d'autres. J'ai hésité à mettre entre plusieurs courts-métrages, plusieurs films d'animation. Ma vie de courgette, j'étais assez partagé sur ce film, et finalement c'est un film que je trouve d'une grande qualité, même si j'ai eu un peu de mal avec alors c'est pas le jeu d'acteur, mais plutôt certains dialogues, notamment la façon dont les enfants sont présentés dans le film, que je trouve parfois un peu fausse, mais bon ça reste assez anecdotique à l'échelle de tout le film. Il y a beaucoup de films qui traitent du thème de l'enfance, notamment Midnight Special ou Fait de beaux rêves de Marco Bellocchio, qui je trouve fait quelque part un peu écho avec un film dont on va parler je crois dans une prochaine émission qui est quelques minutes après minuit, de Bayona, enfin je sais plus son prénom. Dans la prochaine émission. Dans la prochaine émission. Et si j'avais pu rajouter une série, j'aurais mis Stranger Things aussi Tu as pu, c'est bon, tu peux hein. Voilà, donc je mets pas, il est pas dans le top 15, mais voilà, donc je le dis, je le mets. Après c'est vrai que Elle de Paul Verhoeven, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, notamment sur la performance d'Isabelle Huppert qui a donc reçu le Golden Globe hier ou avant-hier. Midnight Special, c'est aussi, si je l'ai mis en premier, c'est notamment pour la justesse dont il traite du thème de l'enfance et la façon dont il filme, il explore il filme cette Amérique sudiste qu'il filme de façon depuis ses débuts dans tous ses films. Que je trouve d'une grande justesse, une grande qualité, aussi pour les effets spéciaux que je trouve très subtils et qui reflètent cette idée de réalisme magique qui traverse l'œuvre de ce cinéaste, qui était définitivement un de mes cinéastes préférés parmi les cinéastes contemporains. Voilà.
Voilà. Très bien, merci Thomas. On va passer. Et donc Midnight Special qui sort en premier. Simon, on va passer à ton top de l'année. Alors 5e, j'ai mis La poésie de Patterson de Jim Jarmusch, je rejoins Thomas aussi. 4e, je me suis pris une petite claque avec Comancheria de David Mackenzie. Je vais pas trop détailler. 3e, Midnight Special de Jeff Nichols. Pendant longtemps, j'ai pensé que ça allait être aussi mon premier, et finalement, il y a 2 autres films de science-fiction qui sont arrivés après. 2e, Premier Contact de Denis Villeneuve, mais bon, ça m'a pas étonné parce que Denis Villeneuve, je suis un grand fan. Et voilà, fin du premier. Tu veux crier pour le dire ou pas? Non, mais j'ai pas besoin. Je sais pas, tout le monde est au courant. Fais-le en indice. Non, mais premier, c'est vraiment la surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut dans mon classement. Et après être sorti du cinéma, je m'attendais pas non plus à ce que tu le mettes là. Et c'est donc Rogue One, voilà, Star Wars, de Gareth Edwards. De toute façon, écoutez l'ancienne émission, vous saurez pourquoi. Écoutez l'émission. C'est pas possible de mettre ce film et de le mettre en premier. Je peux comprendre qu'il soit dans le top 15, mais j'ai pas vu mieux cette année. T'as fait une super critique sur Sens Critique d'ailleurs. Merci. Allez la voir. Je l'ai vu, mais j'ai cru que c'était une blague. Alors j'ai aimé. Donc j'ai cru qu'en fait c'était une blague. Je l'ai lu vraiment ta critique sur Sens Critique. Ah non, c'est pas une blague. Ah non, c'est premier degré à fond. Je vais disliker. On peut pas. C'est une blague de 18 ans. Ah merde. Non, surtout j'avais envie de revenir parce que ceux-là, voilà, on les a passés vite fait. Je voulais revenir sur 2 films dont il y en a un on en a un peu parlé, mais d'abord Mr. Wolf qu'on personne n'a vu, je pense, autour de la table. On m'en a dit que du bien. Il a été mal distribué peut-être. Oui, il a été mal distribué. Voilà, l'affiche était pas belle. Voilà, donc mauvaise distribution. Je te parle Elle était plus jolie que Rogue One. Avec avec Ben Affleck, Mr. Wolf, qui est un très bon action movie. Je sais pas, c'est un genre qu'on fait plus trop en ce moment, qui a connu un peu sa gloire dans les années 80-90 et vraiment super. Et après, donc ça c'était un peu l'oublié de cette année. Et puis j'avais envie de revenir sur The Strangers de Naong Jin, dont je sais toujours pas quoi penser. C'est vraiment c'est vraiment été le film inclassable pour moi. Alors depuis que je l'ai vu, depuis que je l'ai vu à sa sortie, je me demande toujours si c'est une purge sans nom ou si c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Si je le regarde une deuxième fois peut-être. Et donc là, je sais que le film sort en janvier, donc je vais pouvoir me le revoir et je me ferai un avis. Ouais, le DVD. Ah, en DVD, pardon. Oui. Donc voilà, mais The Strangers, regardez-le si vous l'avez pas vu parce que c'est quelque chose. Très bien, mais merci Simon. On passe tout de suite au top de Titouan. Moi, en 5e position, c'est Ma vie de Courgès, pour sa tendresse, son intelligence, son potentiel fort à émouvoir, et pour son animation qui est super humanisante et totalement réussie. En 4e place, La Tortue Rouge, pour la beauté de ses dessins, de ses images, ses couleurs et surtout sa musique qui m'a beaucoup marqué. Pour sa simplicité minimaliste, jamais simpliste, toujours très juste et efficace. Pour son atmosphère chaleureuse et tropicale parfaitement retranscrite, sa poésie féerique forte. Toutes les scènes de rêve m'ont fait vraiment frissonner. En 3e place, Elle, pour son cynisme, son humour noir, sa provocation jusqu'au boutiste, qui se plie pas face à une espèce de morale ou une éthique un peu bidon comme on le voit souvent. C'est un film qui s'assume et ça fait du bien. Pour sa mise en scène kitsch qui est assez propre au réalisateur et qui est très efficace, son atmosphère étrange, glauque et aussi très très drôle, c'est un film avec beaucoup d'humour. Et pour Isabelle Huppert qui est magnifique, grandiose et toujours géniale dans ses rôles pervers qui lui vont très bien. En 2e position, La Loi de la Jungle, parce que c'est très drôle, parce que c'est rare que je rigole autant au cinéma. C'est du grand n'importe quoi, totalement délectable. C'est un moment jouissif et c'est un vrai film en fait de lâcher prise, d'invention, d'ironie et de loufoque. Et c'est pas vite pour autant. Il y a quand même cette petite critique derrière du comportement de la France avec les dom-toms. Et en première place, ça c'est mon grand coup de cœur, c'est Maloute. Je suis vraiment passé du fou rire aux pleurs, de l'admiration de la maîtrise de la mise en scène, à la fascination pour les images d'une grande beauté qui sont rares au cinéma français aujourd'hui. J'ai frissonné face à des scènes à la poésie romantique, visuelle, sonore, musicale très forte qui m'ont amené à des émotions très contradictoires. J'ai aimé Lucny dans son exagération absolue, Tedeschi dans sa retenue incongrue et même la folie ridicule de Binoche. Je sais que ça n'a pas convaincu tout le monde autour de la table. J'ai été amoureux de l'androgynie de Billy, qui est un personnage vraiment original et très moderne. J'ai aimé l'humour loufoque, le second degré constant et assumé, l'originalité du projet et le vent frais de nouveautés qu'il a
apporter dans le cinéma français, et j'attends avec une très grande impatience sa comédie musicale sur Jeanne d'Arc. Enfin, l'originalité du projet, j'ai pas vu sa série, mais Gauthier me disait que ça ressemblait beaucoup. Oui, non, mais il y a beaucoup de reprises avec Petit Quinquin, mais ça reste malgré tout original dans le paysage cinématographique. Très bien, bon, merci. Quelqu'un veut réagir sur Maloute? On va passer tout de suite au top donc, de Antoine. Dis-nous tout. Pas très original. Moi, Sully en 5ème position, parce que c'est un film qui m'a... Le micro, Antoine. C'est un film qui m'a énormément surpris. Et, en fait, je m'attendais à du Clint Eastwood qu'on a déjà vu 1000 fois, avec ce patriotisme à la con qu'on retrouvait souvent chez lui. Et là, au final, je me rappelle pas avoir vu si on voit un drapeau américain, je crois, ça juste à la fin. Ouais, voilà. Au final, c'est très léger. Donc, Tom Hanks, moi, c'est un acteur que j'admire énormément. Je le trouve toujours juste. Donc, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Après, 4ème position, j'ai mis Chouf. Parce que j'aime bien mettre des films français et que c'est c'est quoi cette raison? Ok. Non, mais alors dans mon top j'ai priorisé les films français qui avaient la même note que les films américains parce que je suis chaud, hein, voilà, tout simplement. Et que j'ai trouvé ce film très bon. Et encore une fois, il m'a surpris parce que quand j'y suis allé, je m'attendais pas du tout à ça. Et non, c'est un très bon film. Un film qui parle des quartiers du coup à Marseille. Ouais. Alors que j'ai pas du tout vécu à Marseille ni rien, ni dans les quartiers, mais ça m'a quand même touché et j'ai trouvé ça très juste. Je connais pas du tout la vie là-bas, mais ça me semblait beaucoup plus proche de la réalité que d'autres comédies dont je. Et t'as vu Divine d'ailleurs? Non, j'ai pas vu Divine. Ok. Parce que... Non, c'est juste pour très bien ton avis dessus. En 3ème position, j'ai mis malheureusement Les 8 salopards et tout le monde va me dire oh mais Tarantino machin, Tarantino truc. Alors moi je n'aime pas Tarantino parce que tout le monde l'aime, donc c'est vrai que. Ah ok d'accord. Ouais, c'est juste pour ça. Non, je le trompe pas du tout, mais parce que ce film-là m'a rappelé Carpenter et comme j'adore Carpenter, du coup forcément voilà. Ensuite, j'ai mis en 2ème position Midnight Special que j'ai trouvé formidable aussi. Je vais pas m'étaler dessus parce qu'on en a déjà parlé. Et en 1ère position, Mademoiselle, qui est pour moi de loin le meilleur film que j'ai vu l'année dernière du coup. Je sais même pas quoi vous dire tellement il m'a même pas donné une claque, il m'a mis un coup de boule ce film. Il m'a mis KO et c'était peut-être parce que c'était mon premier film coréen et je connaissais pas du tout ce cinéma et franchement chapeau. Et chapeau donc entre un film français et coréen, c'est plus difficile. Mais je sais pas, j'aime bien les Coréens finalement. D'accord, merci voilà. pour ce top. On passe tout de suite au top de Vincent. Moi en première place, j'ai 2 ex-aequo en fait, j'ai vraiment pas réussi à départager. Alors je vais commencer avec Your Name de Makoto Shinkai. C'est un film qui ne pouvait que me plaire. Déjà, son 2e film 5 cm par seconde fait partie de mes films préférés et son 3e film Voyage vers Argata, c'était un film qui était beaucoup qui tranchait avec le reste de sa filmographie et pour le coup Your Name semblait plus se rapprocher de 5 cm par seconde que de Voyage vers Argata. Ces 2 inspirations, du moins les 2 œuvres qu'il a évoquées chez moi, c'était Sense8, la série des Wachowski, pour toute cette histoire de connexion. Par exemple, donc l'histoire c'est qu'un garçon va dans le corps d'une fille dans ses rêves et la fille va dans le corps du garçon et du coup ils profitent chacun des compétences de l'autre pour améliorer leur vie, ce qui est un petit peu le pitch de Sense8 quelque part. Et d'ailleurs cette histoire de connexion a fait beaucoup plaisir aux Japonais puisque à la base le film visait un public adolescent et Makoto Shinkai a été surpris de voir que son film parlait à beaucoup plus de gens que ça. Et en fait ce qui a été évoqué comme étant une source du succès du film, c'est qu'en 2011 il y a eu un séisme au Japon et de ce séisme est né un besoin de reconnexion en fait. Ils avaient besoin de faire ce deuil et ils l'ont fait en partie grâce à ce film. Voilà, ça s'était fait également avec les Avengers et le deuil du 11 septembre. Et ben voilà, Your Name a fait ça pour le séisme au Japon, un petit peu. Et l'autre œuvre que ça m'a rappelé, c'est le jeu vidéo Kingdom Hearts 2, pour le thème du souvenir, du sommeil, de la connexion encore. Ouais, notamment, c'est très criant quand on joue au prologue de Kingdom Hearts 2, on retrouve beaucoup de choses réminiscentes dans le film. Sora et Roxa, c'est ça qui sont intervertis. Ouais. C'est ça. Par ailleurs, je suis ultra fan du
canevas de Makoto Shinkai, c'est-à-dire des dessins ultra détaillés, les clips qui sont peut-être un peu too much, mais moi j'adore ça. Les trains, dans tous ces films, il y a des trains et c'est là où se déroulent des scènes hyper importantes. Et moi j'ai une névrose avec les trains. Je prends le train tous les jours pour aller à l'école et j'en rêve la nuit. Et donc ça ne pouvait que me parler. Encore cette nuit, j'ai rêvé de train, vraiment. Et puis voilà, ça parle de l'amour. T'as pas aimé La fille du train? Je l'ai pas vu. J'ai pas vu. C'était mauvais. Ah ouais. Et puis ça parle de l'amour, au-delà des distances et de la perte. Ça c'est un thème qui parle à beaucoup de gens et moi j'aime bien comment Makoto Shinkai le traite. Donc voilà, c'est mon premier film. Bon, je pense que j'ai passé un petit peu trop de temps. Je vais juste parler du deuxième alors. Hardcore Henry, qui est un film de Ilya Naishuller. C'est tout simplement la meilleure adaptation des codes du jeu vidéo au cinéma, je trouve. Grosso modo, c'est l'histoire d'un mec qui veut sauver sa femme qui est retenu par le méchant, donc c'est le scénario de Mario. Voilà, c'est un film en vue subjective à 100%, entièrement filmé à la GoPro. Donc on sent des inspirations à la Mirror's Edge, mais également à Half-Life, à Bioshock. Ça va. J'ai pas, en fait, je regarde ces notes parce que je regarde le titre et qui c'est qui a fait le film, voilà. Très bien, tu as le droit. Qui a fait le film, ouais. Ilya Naishuller, donc un russe, qui en fait à la base avait réalisé un clip musical et ce clip a été vu par des producteurs américains, je crois, et ils lui ont dit ouais, c'est top, il faut vraiment que tu le fasses en film, quoi, en long métrage. Il a crowdfundé ce projet et voilà, on a eu droit à un film plus tard et qui a plutôt bien marché, il me semble. Donc voilà. C'est tout que... Ah non, j'en ai d'autres, mais je sais pas combien de temps il me reste. Ah, mais si tu veux... Énumère-les. Ouais. Bah, je vais trancher avec une série. Voilà, si je vous parle d'une série originale Netflix sortie cet été avec pour héros des ados, vous me répondez quoi? Je vois pas du tout. Stranger Things. Marseille. Ok, vous l'avez lu ou quoi? Oui, non, The Get Down, la série qui a subi l'ombre gigantesque de Stranger Things cet été, puisque Stranger Things est sorti début juillet, il me semble, et The Get Down le mois suivant. Voilà, c'était une excellente série de Baz Luhrmann et Stephen Aldi Gurgis. C'est la série originale la plus chère de Netflix, avec un budget total de 120 millions de dollars pour 12 épisodes. Actuellement, il n'y a que les 6 premiers épisodes qui sont sortis. On ne sait pas quand seront délivrés les 6 derniers. Ce n'est pas une comédie musicale comme ce qu'a l'habitude de faire Baz Luhrmann, mais c'est également une série où la musique a une place proéminente. Et on sent que le mec est à deux doigts de balancer des scènes de comédie musicale, mais en fait souvent voilà, c'est des personnages qui vont écouter la radio, il y a une musique qui va passer, ils vont se mettre à chanter, ou dans le train ils vont se mettre à faire des répétitions. Le train. Ouais, encore. Ça ressemble à Glee? Non. Non, non, pas que je regarde Glee, c'est que je connais juste de nom. En tout cas, esthétiquement, ça n'a rien à voir avec Glee. C'est un peu comme si tu comparais à High School Musical et West Side Story, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, ce sont des comédies musicales. Voilà. Bah, très bien. Voilà. C'est bon, t'as fini? Ouais, bah. Bon, non, mais très intéressant. Non, mais franchement, c'était super intéressant ton top. Très intéressant, plein d'infos. Moi, j'ai. Tu l'as mis moi, j'ai beaucoup aimé Batman v Superman. Si. Le film a été mal marketé. Ok, on pensait qu'on allait avoir droit. Enfin, on pensait. Moi, je me doutais que non, d'autant plus que j'avais vu les films The Dark Knight Returns, sur lesquels sont largement inspirés le film. Non, ce n'est pas un film sur le combat de Batman et Superman, ça représente que 5 à 10 minutes du film total, donc sur 2h30. Mais c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Déjà, on a une réelle impression d'univers DC, ce que n'arrive pas à faire pour moi le Marvel DC Universe. Marvel DC Universe Le Marvel Cinematic Universe. C'est le crossover maintenant. Ouais, ça va. Oui, là en seulement 2 films, on a eu Man of Steel et après il y a eu donc Batman v Superman. On a vraiment l'impression qu'ils ont créé un univers cohérent avec des personnages qui peuvent interférer dans les histoires de chacun, ce qui du coup est un petit peu contredit avec Suicide Squad où il y a des voitures qui volent dans le ciel et il n'y a que les méchants pour venir régler la situation. Mais bon, bref. Visuellement, c'était très cool aussi, ça fait très comics. On a des scènes ultra fantasmées comme celle au tout début quand Bruce Petit tombe dans le trou et se fait sortir du trou par des chauves-souris qui voilà, c'est une scène. Ou celle en mode Mad Max là, dans le désert. Ouais, je m'en souviens plus, mais ouais, peut-être. C'est la plus marquante. Ouais, ça m'a pas trop marqué Mad Max, mais non, mais mais dans Batman vs Superman, t'as un moment où Batman se bat dans le désert contre les gardes de Superman ou je sais plus trop quoi. Il y avait des trains ou pas? Pas dans celui-là. Voilà, et puis
Je sais pas. Moi, cette fois, tu le coupes. Non, bon, je vais m'arrêter là. Mais c'est très intéressant ton. Merci. Merci, Marinon, passe au tien. Alors moi je vais d'abord juste parler d'une vite fait parce que je savais pas si je pouvais le mettre dans mon top. Alors excusez-moi pour mon accent anglais tout pourri. C'est un documentaire de David Farrier qui s'appelle Tickled. Je sais pas comment on dit, chatouiller en anglais. C'est un documentaire sur en fait des compétitions de chatouillement aux États-Unis. Et c'est vraiment très prenant. C'est sur Netflix, donc tous ceux qui ont Netflix, je les invite vraiment à regarder ce documentaire. Il est vraiment hyper impressionnant parce qu'on part d'une truc vraiment très anodine où le gars il tombe sur une compétition de chatouillement, il fait à la base il est journaliste, il fait toute une enquête et il se rend compte que derrière il y a quand même des mecs qui sont mis sous pression. C'est presque un thriller quoi. Donc c'est hyper. D'accord. Alors dit comme ça, c'est. Moi j'attendais que ça. Quand j'avais eu l'idée de monter ma boîte de distrib, c'était le film où je m'étais dit le gros fantasme. Tu te dis franchement distribuer un film comme ça, c'est le kiff total. Et voilà, donc je savais pas si je pouvais le mettre dans mon top, donc du coup je le mets tout seul comme ça. C'est la chance qu'il a. J'ai quelques films comme ça qui m'ont un peu que j'ai aimé, qui sont à la fin de mon top 15. Par exemple Everybody Wants Some que j'ai beaucoup aimé. Quand on a 17 ans de Téchiné. Au niveau série, j'en ai deux. Stranger Things et What the Fuck France de Paul Taylor. Parce que je trouve ce mec à mourir de rire. Et voilà, donc j'ai d'autres films comme Midnight Special qui revient. J'ai Captain Fantastic en 6e position. En 5e, j'ai mis Toto et ses sœurs, un documentaire d'Alexander Nano. C'est un documentaire roumain qui est très 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 beau, très bien fait. Il faut écouter l'émission. Revenez sur l'émission, l'émission de l'année dernière. On en a vraiment beaucoup parlé. C'était un film vraiment très très touchant. En 4e position, j'ai mis un film qui s'appelle A Second Chance de Susanne Bier. C'est un drame danois avec, alors pardonnez-moi l'accent pourri, Nicolas Coster-Waldau. Donc c'est Jaime Lannister dans Game of Thrones. C'est un drame et un thriller. Il est brutal, réaliste et il flirte avec l'immoralité. C'est un très très beau film. Et voilà. Donc après j'arrive dans mon top 3. En 3e position, j'ai mis Divine. Et peu de monde a vu ce film, ce qui est bien dommage parce que c'est une vraie claque. C'est très très rare de voir des films comme ça en France qui te touchent. La dernière fois que j'avais été aussi touchée par un film qui peut avoir un petit peu les mêmes thématiques, c'était Bande de filles de Céline Sciamma. Voilà. Exprimez-vous au lieu de rire comme des patates, les fans de Rogue One là. Quand on peut pas avoir la sensibilité, quand on peut pas avoir une sensibilité devant un film comme Divine, et on a de la sensibilité devant Rogue One, on ne peut pas parler pendant que je parle de Divine. J'aimerais bien avoir de la sensibilité devant Divine, mais je l'ai pas vu. Ah bon. C'est qui regarde-le. Et change, tu vois. C'est prévu d'ici 30-45 ans, je l'aurais vu. Non, c'est un très très beau film, vraiment très 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 bien amené, mais je pense que Raphaël en parlera mieux que moi. Ok, 25 ans alors. Quoi? Non, 25 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Il est ailleurs. Laisse tomber. Donc je disais que tu en parlerais mieux que moi de Divine. En 2e position, j'ai mis Mademoiselle parce que c'est un film qui m'a réellement beaucoup touchée, que j'aime beaucoup. Pardonnez mon accent encore, Park Chan-wook, qui m'avait déjà beaucoup. Enfin, je suis tombée amoureuse de lui quand j'ai vu Stalker, donc j'avais même pas encore vu les autres avant, donc voilà. Et j'ai mis en premier contact pour. Vous savez pourquoi. Hein. La dernière fois, j'avais fait l'éloge. Je savais très bien qu'il allait faire partie de mon top 3. Et voilà, tout ça. De toute façon, on en a déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser dessus. Voilà. Merci Marina. On passe au top de Marie. Alors du coup, moi, en 5e position, j'ai Carole de Todd Haynes. C'est un film pour lequel j'étais sortie un peu sceptique du film, et finalement je me rends compte qu'il m'a quand même marqué. Voilà, pour sa douceur, et parce que c'est une histoire fraîche, aérienne. En 4e position, j'ai juste La fin du monde. Parce que moi, je suis très partisane des mises en scène, cette porosité entre cinéma, théâtre, où on ne sait jamais trop si c'est du théâtre filmé ou si c'est vraiment du cinéma. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un vrai bon moment devant ce film. Et puis les acteurs m'ont tous étonnée, finalement. Ensuite, en 3e position, donc Ma vie de courgette. Tuto, on a déjà bien parlé. Maloute également, et en première position, donc j'ai 2 films, La Tortue Rouge,
parce que je suis sortie du film extrêmement apaisée et parce que c'est un film poétique, simple, mais sans tomber dans une niaiserie un peu facile. Et voilà, c'est un vrai beau film. Et voilà. D'ailleurs, vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un vrai bon moment. Et il tient vraiment en haleine. Il est silencieux et c'est en ça que je le trouve calme et efficace, quoi. Et donc, avec La Tortue Rouge, donc, j'ai Premier Contact. J'ai du mal à parler de ce film en fait, mais je le trouve vraiment intelligent. Et du coup, j'en viens à parler d'un autre film, d'un documentaire que j'ai vu qui pourrait être approché de Premier Contact, que j'ai pas classé. Parce que c'est un documentaire qui est sorti sur internet qui s'appelle À voix haute de Stéphane de Freitas et qui est un documentaire sur un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis et voilà, et je trouve qu'entre ce documentaire et Premier Contact il y a quelque chose de pas si différent sur la nécessité d'avoir les mots et sur voilà. Je sais pas trop. Non, mais vraiment, parce que je trouve que c'est des films qui sont extrêmes. À voix haute, c'est un documentaire, donc voilà. Mais Premier Contact, je trouve que c'est vraiment un film qui s'ancre dans l'actualité et dans le fait effectivement de pouvoir s'exprimer en fait. Parce que je pense que la violence, elle est là parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'expression. Et Premier Contact le dit vraiment bien. Et c'est pas un film complexe. Il est complexe dans son scénario, mais en même temps, il est minimaliste, je trouve, et graphiquement hyper intéressant. Et voilà. Et donc, je voulais juste parler de 2 films que j'avais classés dans mon top 10, mais qui sont sortis au début de l'année 2016. Et je m'en suis souvenue au moment d'écrire mon top. Donc il y a Gaz de France. Donc, je vais parler d'Anomalisa d'abord, que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un vrai bon moment devant ce film. Et ensuite Gaz de France. Je sais pas si beaucoup l'ont vu en fait ce film. Et c'est un... en fait, c'est Philippe Catherine dedans, c'est ça ? Ouais. C'est Philippe Catherine qui est président. Et il fait une grosse bourde. Et en fait, le mec qui est chargé de sa communication invite un panel de personnes différentes, très différentes, pour l'aider à trouver une solution à cette bourde, en fait. Et c'est complètement absurde, mais c'est extrêmement beau et c'est drôle, vraiment. Et voilà, et c'est un film vraiment que j'ai envie de revoir vite. Et voilà. Je voulais juste rejoindre sur Premier Contact avant de terminer. C'est vrai que c'est un film ultra actuel dans son propos, puisque pour moi c'est un film qui met l'accent sur la nécessité de bien s'exprimer et de faire l'effort de bien comprendre l'autre. Et à l'heure de l'ultra communication, on a tous Snapchat, Facebook, MSN, non, et pourtant je trouve, voilà, sur internet vous regardez, vous lisez les commentaires des gens, ça part en débat ridicule, les gens s'insultent, tout ça. Si Amy Adams elle y est, mais si elle avait simplement proposé à Batman et Superman de prendre un café, ils se seraient pas foutus sur la gueule, quoi. Donc voilà, je sais pas, moi c'est un film dont j'ai trouvé le propos très intéressant et je te rejoins là-dessus. Et du coup je vous invite, je sais pas s'il est encore disponible sur internet, mais regardez À voix haute. C'est un film bouleversant, vraiment, sur la parole. Voilà. Très bien, merci. On va passer au top de Jonathan. Alors en 5 premiers contacts, donc on en a déjà dit beaucoup, je trouve que le mystère et l'inconnu sont filmés avec une puissance rare à enfiler les frissons, tant plus que Villeneuve revient à quelque chose d'essentiel à la SF, c'est-à-dire replacer l'homme au centre de toutes les préoccupations, chose que beaucoup de cinéastes qui sont lancés dans la SF ont oublié un petit peu. En 4e position, c'est une vraie surprise parce que je m'y attendais pas, et je suis déçu de ne pas le voir dans beaucoup de tops dans lesquels j'ai lu sur internet, c'est Ce sentiment de l'été, un 2e film d'un cinéaste français qui s'appelle Michael Herz. C'est bouleversant de subtilité, ça parle du deuil, de la reconstruction, du temps qui passe, du souvenir, c'est d'une finesse et d'une délicatesse que l'on voit trop rarement dans le cinéma français. Et puis il y a Anders Daniel Stanley, l'acteur d'Oslo 31 août, qu'on a vu dernièrement dans Personal Shopper d'Olivier Assayas, qui donne au film une aura mélancolique incroyable, l'une des meilleures performances d'acteur de l'année, je trouve. Donc je vous conseille très fortement ce film d'une sensibilité à fleur de peau qui m'a pas lâché pendant plusieurs heures après le visionnage. En 3e position, The Revenant, donc ça va faire grincer les dents
précédent ici, on a parlé de coquille vide. Moi je trouve que le film n'a pas peur d'assumer la grandeur de ses images et la grandeur de son récit. C'est brut, c'est animal, c'est sensoriel et c'est incarné. Il y a une immense virtuosité dans la mise en scène de Inarritu et une véritable intelligence. Donc voilà, moi Inarritu je suis très très fan depuis le début et il m'a vraiment bluffé. En deuxième position, Carol, qui est un film magnifique, d'une élégance affolante, avec un sens du cadrage et du détail qui est tout simplement parfait, notamment dans sa capacité à saisir les visages, les gestes et le désir. Todd Haynes cristallise la passion, il la saisit dans une justesse folle comme une peinture de Hoover. Chaque plan est porté par la grâce et la délicatesse. Voilà, je trouve que ce film est vraiment parfait, il n'y a absolument rien qui dépasse, tout est d'une justesse incroyable. Donc je vous conseille fortement ce film. Et numéro 1, Midnight Special, comme Thomas, voilà, Jeff Nichols c'est un génie, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est une intelligence folle, et ce film je trouve que c'est une formidable preuve d'amour au cinéma dans sa capacité à ce que le cinéma nous transporter ailleurs, à nous faire croire à l'impossible et à jouer avec notre naïveté de spectateur. Et il y avait longtemps que j'avais pas été aussi stupéfait par une mise en scène qui paraît qu'il n'y a rien qui dépasse, tout est d'une justesse. J'ai l'impression que il avait des milliers de plans dans sa tête et qu'il a toujours choisi le plus juste pour parler d'une scène précise. Les séquences d'ouverture sont monstrueuses. Voilà, enfin je trouve qu'il y a eu beaucoup de bons films de SF cette année, l'année dernière en 2016, mais c'est Jeff Nichols qui a le plus compris le pouvoir évocateur, si on peut dire ça comme ça, de la SF et du cinéma. Voilà, c'est un génie. Merci pour cette argumentation. On va passer au top de Gauthier, donc de cette année 2016. Ouais, donc moi en 5e j'ai mis In Jackson 8 de Frederick Wiseman. Un documentaire sur un quartier de New York, le quartier le plus cosmopolite du monde. Donc voilà, Wiseman, c'est un regard analytique qui provient du cinéma direct. Et c'est un documentaire qui est assez rare de nos jours parce que il n'y a pas de voix off et il n'y a pas de commentaires, alors que ça dure 3h30. Et voilà, c'est absolument génial. Donc tout se fait par le montage et surtout par la voix et par les discours et les contre-discours qui sont développés. Et donc voilà, c'est génial. Et en plus, ça m'a permis de découvrir Wiseman et ses autres documentaires qui sont tout aussi riches. Et d'ailleurs, son prochain sort en 2017 et c'est un des films que j'attends le plus. C'est sur ça a l'air super inintéressant comme ça, mais c'est sur une bibliothèque à New York. Et ça va durer plus de 4 heures et ça va parler des liens en fait qui se créent entre le système éducatif et parce que son cheval de bataille, lui, c'est de parler de l'Amérique à travers ses institutions. Donc là, il attaque pour la deuxième fois l'éducation par une bibliothèque pour découvrir le portrait de jeunes américains. Voilà. Donc en 4e, j'ai mis La loi de la jungle de Parajenko. J'ai été étonné qu'il soit pas dans plus de top. Et puis il me semble qu'il est que dans le tien. Peut-être que dans mon top 10, moi. Pas vu moi. Ouais, voilà. On l'a pas vu, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il a pas été, il est sorti au mauvais moment en fait. Il a eu une mauvaise pendant l'été, pub. c'est ça, juillet, juin. Pendant un moment creux en fait. Et il a été assez mal vendu, je trouve. Alors que cette année, il y a eu beaucoup d'entrées au cinéma, mais c'est vrai que. Ouais, il a pas marché, ouais. Non, il y a des films qui marchent pas. Donc c'est hyper drôle. Il y a à chaque plan, il y a une idée. Et ça navigue entre les genres d'humour et ça dit beaucoup sur la bureaucratie, la technocratie qui est infernale en France. Donc voilà, c'est trop bien. En 4e, les premiers et les derniers de Lanners que personne n'a vu à part Jonathan, je pense. Ouais, que je n'ai pas trop aimé. Mais... Qui a aussi été très mal distribué et très mal vendu. Donc ça fait pompeux, mais je considère que c'est un western métaphysique pré-apocalyptique. Donc ouais. Il y a pas Max von Sydow dedans ? Comment ? Il y a Max von Sydow dedans. Ouais, je suis sûr qu'il avait l'intention de faire ça. Mais si, moi je pense justement qu'il avait l'intention de faire ça. Mais même en lisant, moi j'ai lu des interviews de lui et c'est à peu près ce qu'il voulait développer. Peut-être, mais c'est pas du tout ce que j'en ai ressenti en tout cas. Moi j'ai trouvé que c'était un cinéma bourru qui se posait beaucoup de questions et qui se développait et donc le questionnement de l'auteur se développait au fil du film et trouvait sa réponse qu'à la fin. Et c'est ça que j'ai trouvé génial en fait, que tout le long qu'on ressente vraiment le cheminement cérébral de l'auteur à travers le scénario. Et en plus les performances de Bully Lanners et de Dupontel, j'étais trop génial. Voilà. Donc en 3e, ce sentiment de l'été dont tu as parlé
Michael Hirst. Parce que c'est vrai que c'est le postulat de base est génial, vivre un deuil en été. Ça, moi j'ai jamais vu un film qui partait de ce postulat. C'est hyper sensible, très touchant, et l'interprétation de Anders, comme tu as dit, est géniale, comme d'habitude. Et en premier ex aequo, en fait, j'ai mis Rester vertical de Guy Roddy, parce que c'est le genre de cinéma que j'adore, libertaire, qui propose des grandes évasions et qui est pas du tout en poulet, ou je sais plus trop ce que tu avais dit. En poulet. Ah, ça peut. Vas-y si tu veux réagir. Ça peut paraître hyper poseur. J'allais dire empoulé, c'était pas forcément le mot que je voulais utiliser, c'est juste que je supporte pas ce genre de plan qui fait pendant 3 heures, où je sais pas si c'est spoil ou pas, mais avec le vieux. Le vieux, ouais. Voilà, je sais pas, pour moi il s'est mis à une table, il s'est dit bon, qu'est-ce que je peux faire qui est soi-disant choquant aujourd'hui, puis on va le filmer. Enfin, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas dans sa démarche d'auteur, et pourtant j'avais beaucoup aimé L'Inconnu du lac. Précédent, L'Inconnu du lac, mais celui-là, franchement, je trouve qu'il y a plein de trucs, détails comme ça. L'Inconnu du lac, je trouve que c'est son moins bon, justement. Parce que c'est celui qui est le plus fermé au niveau du scénario, c'est le plus classique. Et qui il se ferme plus dans des carcans à travers un film de genre, il a essayé de dire quelque chose. Alors que là, c'est vraiment voilà, une balade entre des étendues, des vastes étendues. Après, c'est joli, hein. Mais... Ah oui, c'est joli. Mais bon, ça suffit pas, quoi. non, mais c'est voilà. Après, c'est ce qu'elle disait. Ça reste. C'est vrai que c'est. Faut le dire en anglais. C'est pas bien. Oh. Donc je disais. Et l'autre ex aequo, c'est The Strangers de Na Hong-jin. Donc c'est un thriller qui mélange les tons, les genres, et qui s'auto-parodie, qui rend hommage au thriller coréen, mais qui aussi se moque de leur code. C'est en permanence en décalage, et c'est toujours inattendu, et c'est la scène de possession dans The Strangers est la scène de possession, je pense, la meilleure scène de possession que j'ai vue au cinéma. C'est incroyablement beau déjà, et c'est d'une puissance vraiment que je trouve vraiment bouleversante, quoi. C'est un film de zombies, enfin je connais pas. Non, mais c'est un film de c'est un film de Rob Zombie, non pas du tout. en fait si tu veux, c'est le concentré des thrillers coréens. Ouais. Donc Wook, par Chan Wook, a lancé un peu le style, mais qui se moque de ses propres codes. Mais pas le premier plan du film, c'est le flic qui se lève et qui se casse la gueule, quoi. Ouais. Tu vois. Mais c'est vraiment mais en prenant esthétiquement, c'est un truc très sombre et très crasseux, et voilà, et ça change de ton pendant le film, et ça passe et ça change de genre aussi, ça passe dans le fantastique, et ça aère tout le temps comme ça, et c'est voilà, et ça dit aussi pas mal de choses sur le rapport de la Corée et du Japon. Il y a un sous-texte aussi avec l'étranger qui est le japonais, et l'étranger aussi qui sont les zombies, enfin voilà. C'est voilà. Très bien, merci Gauthier pour ce top. Guillaume, on passe à ton top. Ouais, alors moi en 5ème position, The Witch, comme a évoqué déjà Thomas. Donc c'est un film que je trouvais magnifique, qui fait un peu le croisement entre Le Village de Night Shyamalan et Antichrist de Lars von Trier. En 4, Everybody Wants Some de Richard Linklater, donc un campus movie composé d'acteurs inconnus, qui est très désinvolte autour de les codes de ces 10 movies. De ces 10 campus movie, pardon. C'est un film qui vante l'aventure, la post-adolescence, la liberté, un feel-good movie comme je les aime bien. En 3, Midnight Special de Jeff Nichols, donc je vais pas revenir dessus. En premier ex aequo, Your Name et Le Garçon et la Bête, donc deux animés japonais. Donc Vincent a déjà évoqué Your Name, donc je vais me consacrer sur Le Garçon et la Bête. Donc je trouvais que c'était une œuvre éblouissante techniquement, mais qui arrive aussi à déjouer les attentes spectatorielles, et on pouvait s'attendre à un énième film initiatique, et je trouve qu'on en est loin, donc tant mieux. J'en profite du coup, comme j'ai raccourci exprès le top, pour évoquer The Young Pop, puisque certains ont évoqué les séries, donc on avait parlé avec Simon. Je trouvais que c'était une série très inventive et créative, qui permettait à Sorrentino de s'éloigner de ce qu'il a déjà fait dans ses longs métrages. Et puis après, on l'a déjà évoqué un peu tous, je trouvais que c'était une année 2016 très riche au niveau de l'animation. Donc Your Name, Le Garçon et la Bête, Ma vie de courgette, Zootopie, Tortue Rouge, Anomalisa, Tout en haut du monde, Louise en hiver. Je sais pas ce que t'as mis, je sais pas lire ce que t'as dit. Ah ok, je l'ai pas vu, voilà. Et voilà.
Très bien, merci pour vos tops. En fait, je me rends compte que mon top, il n'y a que des films dont vous avez parlé. Mais donc en Rogue One. Non. On a dit film. Non, en 5e, moi j'ai mis donc Les 8 salopards de Tarantino. Je suis pas un fan de la première heure de Tarantino, moi je préfère vraiment ses derniers films. Je sais pas pourquoi, c'est une ambiance, je trouve il s'est apaisé, enfin il s'est apaisé non, mais il a trouvé son style, je trouve, il a plus trouvé son style et son écriture. J'aime beaucoup ses écritures sur ses derniers films. J'ai bien aimé aussi, comme l'a dit Antoine, donc l'atmosphère à la The Thing, donc notamment avec Kurt Russell qui joue dans le film, la musique de Ennio Morricone qui est excellente, l'écriture des dialogues, il est toujours à fond là-dessus, c'est exceptionnel. Sinon à la 4e place j'ai Your Name, donc Vincent en a parlé très très bien, donc je peux juste rajouter, t'en as pas trop parlé, mais moi ce que j'ai vraiment retenu de ce film c'est l'émotion de ce film est très très forte. J'ai vu peu de films avec autant d'émotions dans cette année, sauf les 3 premiers d'ailleurs. Donc en 3e, donc premier contact de Denis Villeneuve qui façonne un film de SF à sa façon, de manière intimiste mais à échelle mondiale, à l'élégance est au rendez-vous aussi, avec une superbe direction artistique. C'est aussi réussi la reconversion de Amy Adams sous les traits d'une linguiste, donc elle revisite aussi la narration du film, c'est la linguiste qui revisite un peu le langage de la narration, c'est assez bien fait je trouve dans le film. Le scénario m'a provoqué un gros frisson quand j'ai réalisé l'envergure du narratif du concept en fait, le tout sur un fond de Johan Johansson, donc qui est très inspiré pour ce film, donc il y a une ambiance énigmatique qui est assez belle. En 2e place, donc, elle en a parlé Marina, c'était Divine, donc de Ouda Benyamina, une petite pépite du cinéma français, donc on sent que la réalisatrice est très proche de ses comédiennes. Sa sœur, donc Oulaya, qui joue le rôle principal, fascine la caméra dans son rôle de jeune fille de cité ambitieuse, trop ambitieuse peut-être, puisque on la compare même à Scarface, je pense, dans l'ambition qu'elle a. Même avec une vie dans des bidonvilles de cité, une famille déchirée, le tout est montré de façon non misérabiliste, on aurait pu croire, mais pas du tout, c'est fait avec beaucoup de respect et pas trop de larmes. On habite cette cité avec le personnage de Dounia et sa meilleure amie, c'est une romance un peu au féminin dans ce film qui n'a pas peur d'aller au bout de ses idées. En première place donc c'est The Revenant, donc de Alejandro González Iñárritu, un film qui m'a happé pendant 2h30, des paysages somptueux tournés en lumière réelle, une nature monumentale. DiCaprio ne parlait pas, tant mieux, je m'y suis retrouvé encore plus, comme dans un jeu vidéo. J'étais Hugh Glass, complètement plongé dans mes idées de vengeance contre un Tom Hardy iconique. La solitude mène à beaucoup de réflexions, ce qui mène à la souffrance. Là je vais faire une petite référence à Star Wars, donc la solitude mène à la souffrance qui mène à la colère, qui mène à ce que Hugh Glass devienne une bête, un ours en fait dans le film. Je trouvais que c'était assez bien fait, donc la renaissance avec le moment où il est dans un cheval, il me semble, dans le film. Donc la composition aussi de la bande originale est exceptionnelle, donc de Ryuichi Sakamoto, qui reste en tête, une bande originale magistrale qui donne autant d'importance au silence qu'aux instruments, et ça j'ai trouvé ça très très beau, et au final en fait c'est plus qu'un bon film pour moi, ce fut une belle expérience, c'est la meilleure de 2016. Sinon on va revenir donc sur le top global de cette année. Est-ce que vous avez des idées sur le premier contact? Minute Special? Non, moi je sais, mais c'est parce que je vois les fiches. Rogue One. Non, déjà qu'il entre dans le top à cause de... Ça est non, mais on va commencer par la fin. On va commencer par. Qui dit qu'il rentre dans le top? Et c'est sûr, il l'est. Bah oui. Alors, dis-moi qu'il y a Mademoiselle au moins, s'il te plaît. Non. Allez, on y va, top 10. On va commencer par la fin. C'est un top 10, mais bon, comme il y a beaucoup d'égalité, ça fait top 12 en fait. À la 10e place, donc ex aequo, Carole et La Loi de la Jungle. Donc voilà, c'est deux films que vous avez choisi, que vous avez mis dans votre top 15 que vous m'avez envoyé. Donc en 9e place, Star Wars. Le hold-up de l'année. Pas Mademoiselle. Mais alors qui est le deuxième à avoir mis Rogue One dans son top? Je sais plus, j'ai pas les listes. Mais non, quelqu'un m'a. Ah ouais, les deux escrocs, la famille entière. Il y a Thibaut aussi, je crois. Enfin, quelqu'un qui l'a mis dans son top 15. Top 15, et ben voilà, si c'est top 15, c'est top 15. Chiant. Enfin bref. 8e place, et 8e place, Les 8 salopards, donc de Tarantino. Ça, c'est une honte. 7e place. 7e place, alors, qui ça peut être? Je sais. Maloute. Maloute à la 7e place.
Oui. Merci Tito. Oui. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Tu es fier de nous. Donc français, très bien. Ex aequo, donc il y a deux films à la 6ème place. Donc The Revenant et Elle. Qu'on a mis à la 2ème place. En 5ème place, La Tortue Rouge. 4ème, Your Name. 3ème, Ma Vie de Courgette. Et 2ème, Midnight Special. Et premier Contact. Tout simplement. Tu le dis comme si tout le monde s'en foutait. Quoi. Ouais, parce que tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Je suis étonné de ne pas voir Patterson, pourtant qui avait une très bonne critique. Non, qui était dans plusieurs temps. J'ai pas pu le voir, j'ai pas pu voir Manchester by the Sea, mais bon, visiblement, vers la fin de l'année, il y avait de bons films. Il y en a combien qui ont vu Patterson ici? Mais je l'ai pas mis dans mon. Le problème de Jonathan, tu l'as mis vers la fin, je crois. Ouais, mais le problème de l'année 2016, on m'a reproché de mettre des films comme Tony Hardman ou Patterson dans mon top 20-25. Sauf que moi, cette année, j'ai trouvé que c'était une excellente année cinéma et que départager. Enfin, déjà, faire un top 25, je trouve que c'est exceptionnel pour une année. Et prendre autant de claques comme j'en ai pris cette année, c'est assez rare pour être souligné. Donc voilà. Parce que t'as vu 200 films aussi. Belle année. Mais bon. T'en avais vu combien l'année d'avant? Je sais plus, mais un peu moins, mais je veux dire, en termes de qualité cinématographique globale, il y a eu beaucoup plus de prise de risque, beaucoup plus d'audace, notamment dans le cinéma français. Voilà, je suis assez ravi de cette année-là. Très bien. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a un autre mot sur le cinéma de cette année? Moi, faire le bilan. Je veux juste dire que j'attends particulièrement le prochain film de Jeff Nichols, puisqu'on a tous beaucoup parlé de Midnight Special. C'est Loving, je sais plus, je crois qu'il sort en février. En tout cas, c'est un film que j'attends beaucoup. Et moi aussi. Voilà. Tous les films de Jeff Nichols. Alors le problème, il s'est fait beaucoup. Enfin, il était. À Cannes, il a été un peu fracassé, ouais. Et ça me fait un peu peur. Enfin, non, j'ai pas peur parce que je sais très bien que. C'était mitigé, quoi. Je sais que Personal Shopper avait été aussi assez descendu par la critique à Cannes. Daniel Blake a gagné le Palme d'Or aussi à Cannes, donc. Oui. Après, je pense que Jeff Nichols n'a pas la capacité de faire un mauvais film. C'est un cinéaste qui est tellement intelligent qu'au pire, ce sera. C'est assez classique. Un film moins bien. Peut-être ce sera classique, mais. Comme je l'ai vu. En tout cas, on en reparlera en février. Une revue qui s'appelle La 7ème Obsession, qui est assez élogieuse, qui a consacré son dernier numéro. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, si vous ne connaissez pas cette revue, sur Jeff Nichols. Donc c'est La 7ème Obsession. Et ils sont assez élogieux sur le film. Et le film a l'air très, très beau, très prometteur. Et voilà. Personnellement, je ne veux pas en savoir beaucoup parce que j'aime bien être surpris. Mais ça a l'air assez. Parfait. J'ai pas trop envie d'être déçu, ce serait ma première déception pour Jeff Nichols. Et personne attend Triple X? Non, on n'a pas trop le timing. Moi je l'attends. Premier avec Rogue One l'année prochaine. Il y a le prochain film de Kurosawa aussi. On s'en fout. non, moi je m'en fous pas. Et le prochain film de Scorsese et de Malik aussi. Voilà. Et La La Land. Et Dunkerque aussi. Un petit peu. Et Blade Runner aussi. On a compris. On a beaucoup de films passé par le timing. Sinon, mon docu sur les bibliothèques aussi. De 4 heures. Oui, très marrant, effectivement. Et il y a Grave aussi. Oui, aussi. Ah oui. Que Titan avait mis dans son top, mais c'était pas. Il comprend pas 2016-2017. Enfin bref, on va passer donc à la partie BO. Donc vous avez préparé un petit top de 2016. On écoute le jingle. Name's Bond. James Bond. La chronique musicale de Cinémascope. Donc après ce top film 2016, on va passer aux 5 meilleurs BO que nos chroniqueurs ont choisi sur internet pour Cinémascope. Vas-y, 5ème, Titouan. Les 8 salopards composés par Ennio Morricone. C'est pas la première fois qu'on entend du Morricone dans un film de Tarantino, que ça soit dans Django ou dans Kill Bill, mais c'est la première fois que le compositeur écrit une bande originale pour l'un de ses films. Ce qui est surprenant parce qu'en 2013 il avait reproché à Tarantino d'utiliser ses musiques de façon incohérente et il a même affirmé qu'il ne souhaitait plus collaborer avec lui. Mais leur expérience sur les 8 salopards semble avoir fait changer d'avis le compositeur, d'autant plus que Morricone remporte avec cette BO son premier Oscar, un BAFTA et un Golden Globes. Mais chose que vous saviez peut-être pas, c'est que la composition de Morricone n'est pas vraiment originale puisque les morceaux proviennent de la composition du film The Things de Carpenter qui ne furent pas utilisés au montage. On écoute tout de suite l'Ultima Diligencia di Red Rock.
Même si son prochain film n'a pas de scénario, pas de nom et pas de casting, on sait que Jack Morricone en fait sera là pour collaborer avec Quentin Tarantino. Alors en 4e place, c'est The Revenant, composé par Ruichi Sakamoto et en collaboration avec Alva Noto. Et on écoute tout de suite le thème de The Revenant. Alors si sa carrière musicale débute en 78, c'est que 5 ans plus tard que Sakamoto est sollicité par le monde du cinéma. C'est Nagisa Oshima qui le recrute en 83 pour écrire la bande originale de Furio, mais également pour interpréter un des rôles principaux du film, le responsable du camp de prisonniers, aux côtés d'un autre musicien de renom, David Bowie. Et voici ce que dit Iñárritu à propos de ce compositeur. Sakamoto déclenche immédiatement des images dans mon esprit. À l'époque où j'étais DJ radio, oui parce qu'il était DJ radio, j'ai tellement joué le vinyle de Furio que nous ne pouvions plus l'utiliser. Depuis, j'ai collectionné et apprécié tous les albums de Sakamoto. Pendant le tournage de Babel à Tokyo, sa musique était devenue la bande sonore de ma vie ordinaire durant mon séjour japonais. 3e, on retrouve la BO de Midnight Special par David Wingo. David Wingo, il retrouve donc Jeff Nichols après Take Shelter et Mud avec une partition minimaliste aux ambiances électroniques mystérieuses. On écoute tout de suite un extrait. Ces ambiances brumeuses ne sont pas sans rappeler les compositions donc de John Carpenter, d'Ennio Morricone sur The Thing, Dan Zimmer même sur Black Rain ou encore Vangelis sur Blade Runner. Toutes ces BO de films ont pour point commun d'être des films des années 80, période à laquelle renvoie clairement Jeff Nichols à travers son film. On peut d'ailleurs rapprocher la musique de David Wingo à une autre composition musicale de cette année, celle du duo Survive pour la série Netflix, Stranger Things qui renvoyait aussi aux années 80. Wow. Oui. Deuxième, Premier contact de Jóhann Jóhannsson. Le compositeur islandais Jóhann Jóhannsson retrouve le cinéaste québécois Denis Villeneuve après Sicario, Prisoners, avec des textes lugubres, une atmosphère sourde et des voix synthétiques marquant la présence extraterrestre. On y entend aussi le titre On the Nature of Delight de Max Richter, mais on s'écoute tout de suite Jóhann Jóhannsson. C'est avant tout un travail sur la voix plus que sur les instruments qui a intéressé le compositeur qui dit à ce propos « Ça semblait approprié d'utiliser la voix comme instrument principal dans un film qui est avant tout basé sur le langage et la communication. Les chanteurs ne prononcent presque que des voyelles sans réel sens, mais il fallait que c'est avant tout l'air d'un langage lentement en train de se former. » Et le top 1, c'est La Tortue Rouge, composée par Laurent Pérez Delmar. Le compositeur français retrouve le cinéma d'animation après Zarafa en 2012, Loulou l'incroyable secret en 2013 et Pourquoi j'ai pas mangé mon père en 2015, en signant pour cette production Ghibli la musique du premier film du réalisateur hollandais Michael Dudok de Witt. On écoute tout de suite Le Revoir. Premier film.
propos de la musique dans le film, le réalisateur explique. La musique est très importante puisqu'il n'y a pas de dialogue, j'avais pas d'idée précise pour un style de musique spécifique. Laurent Pérez Delmar a fait plusieurs propositions, dont une avec une très belle mélodie qui était parfaite pour le thème musical principal, ça qu'on vient d'entendre, et j'étais ravi. Très vite, il a proposé de la musique à des endroits où je n'aurais pas pensé en mettre, et il avait raison, il m'a souvent surpris. Quant au compositeur, il explique avoir accordé les oiseaux et le vent avec la musique pour donner une cohérence et faire en sorte que le tout fasse un ensemble compact et indissociable. Aussi, tous les rythmes que l'on entend dans cette BO sont faits avec des bambous récupérés sur une île comme celle présente dans le film. Alors on pouvait pas mettre toutes les meilleures BO de cette année, mais parmi celles qui nous ont aussi marqué, on a The Neon Demon, Nocturama, Ma vie de courgette, Creed ou encore Carole. Non, pas Mademoiselle. On s'est fait juste un top 1 de déception et c'est celle de James Newton Howard sur les animaux fantastiques. On va vous expliquer pourquoi. Pour cette nouvelle franchise issue d'Harry Potter, on a trouvé qu'elle était très décevante, sa musique comparée, qui était loin une musique très décevante comparée à celle de John Williams qui était tout de suite devenue iconique. Toutefois, Titouan et moi-même avons retenu un très bref moment de quelques secondes où la composition prend son envol et propose un thème prometteur, malheureusement jamais réexploité, alors justement qu'il aurait pu devenir le nouveau thème marquant de cette nouvelle saga. On s'écoute donc le très court moment de Tina Takes a New Hint. Et voilà, on se quitte sur ce morceau et on espère que 2017 sera une grande année musicale avec peut-être des réussites comme par exemple Dunkerque, composé par Hans Zimmer, que tu apprécies, Marina, qui nous a déçus cette année. Je n'aime pas Hans Zimmer, je n'aime pas Christian Bale, je n'aime pas Rogue One. Je n'aime pas Rogue One, je n'aime pas, comment s'appelle l'autre pétasse là, on n'a pas le temps. Scarlett Johansson. On n'a pas le temps. Bon, en tout cas, il n'y a pas que Dunkerque qu'on attend l'année prochaine. On attend déjà La La Land pour ses chorégraphies et sa musique. Puis on note aussi déjà une très belle découverte avec la sensuelle musique d'Abel Korzeniowski pour le film Nocturnal Animals qui est sorti cette semaine en salle. Et on écoute donc la BO du film Wayward Sisters.
la bande sonore de Nocturnal Animals de Tom Ford, donc le film qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est le dernier film de Tom Ford qui avait réalisé Single Man en 2009. Dans le film, on parle de Susan Morrow, une galeriste d'art de Los Angeles qui s'ennuie dans l'opulence de son existence, délaissée par son riche mari Houghton. Alors que ce dernier s'absente encore une fois en voyage d'affaires, Suzanne reçoit un colis inattendu, un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, dont elle est sans nouvelles depuis quelques années. Une note l'accompagne, enjoignant la jeune femme à le lire, puis à le contacter lors de son passage en ville. Seule dans sa maison vide, elle entame la lecture de l'œuvre qu'il lui a dédicacée. Qui veut commencer pour ce film ? Antoine. Allez, j'y vais tout de suite. Non, c'est juste pour dire, moi j'ai vraiment adoré ce film. Du coup, pour 2017, je trouve que ça commence super fort. Que dire sur le film, les acteurs sont absolument formidables. Les scènes avec Jake Gyllenhaal et Michael Shannon, quand ils sont tous les deux, j'ai l'impression que l'écran va exploser tellement ça marche bien. Le duo fonctionne vraiment bien. Ça marche vraiment super bien. C'est deux acteurs monstrueux en ce moment. Ah ben ouais, mais c'est ça qui est incroyable. Enfin, moi je les avais jamais vus ensemble et là, waouh. C'est vrai que c'est une bonne idée de base de savoir que les deux allaient pouvoir discuter dans un film. Ça avait de la gueule. Moi, j'ai failli pleurer quand je les ai vus tous les deux discuter. Carrément quoi. Non, je suis d'accord. Ce film, franchement, il m'a vraiment impressionné. Alors, c'est ce que disait Marina, elle en parlera tout à l'heure, je pense. En sortant, moi, j'ai pas tout compris parce qu'il y a plusieurs lectures. À mon sens, il y en a peut-être 2. Après, il y en a peut-être encore plus, mais on en a discuté en sortant du cinéma. C'est vrai qu'il peut y en avoir 2. Ce qui est bien, c'est que justement, je trouve qu'on comprend pas tout et du coup, je trouve que ça donne envie d'aller le revoir pour justement essayer de chercher des détails dans le film parce qu'il en est rempli. Et cette atmosphère en 3 temps, je vais pas tout dire parce que tout le monde pourra en parler dessus. Cette atmosphère en 3 temps dans le film, je la trouve super bien faite et super bien découpée, super bien montée. C'est du génie, c'est génial, j'adore. D'accord, une réaction de quelqu'un qui n'a pas aimé. Gauthier. Ouais. Dis-nous, explique-nous. Il y a quelqu'un qui a pas aimé ? Ouais, pas du tout. Ouais, j'ai trouvé ça ultra efficace en fait, mais ultra calibré, et ultra classique et ultra hollywoodien, avec des ressorts qu'on a vu 1000 fois, avec la poursuite qui va mal finir, avec des petites qui vont crever, avec la rédemption, avec le parallèle, avec l'amour. Mais justement, tu trouves pas que cette course-poursuite en voiture est extrêmement bien filmée ? Si, extrêmement efficace. Ah mais c'est beau, c'est super beau. Mais c'est pas... Il y a pas de... Il n'y a aucune richesse, je trouve que c'est vraiment hyper cadré et que ça laisse entrevoir rien d'autre. Mais le mec à la base, enfin je sais pas si on peut redire qui est Tom Ford, c'est un mec qui travaille dans le stylisme à la base. Ça se voit. Il travaille chez Dior, chez Versace, chez Gucci surtout. Chez Gucci, je sais pas qui, on peut citer plein de... Non, parce que tout à l'heure on a parlé du dernier film donc, de Refn. C'est marrant parce que le lien entre les deux... Le lien, justement... Et Karl Glusman qui est dans les deux films. Et justement, moi j'ai détesté Neon Demon et j'ai adoré Nocturnal Animals. Et du coup, c'est vrai qu'on peut faire facilement le lien puisque, bon, vraiment rapidement, mais du coup, je suis étonnée qu'on puisse lui reprocher ça à ce film, justement parce que c'est aussi sa beauté d'être hyper graphique. Ce qu'on aurait pu, enfin que moi j'ai un petit peu reproché à Neon Demon et que j'ai pas réussi à approcher The Neon Demon pour ça. Et du coup là j'ai apprécié. Du coup je vais laisser continuer du coup. Tandis que The Neon Demon il expérimentait autant narrativement que visuellement, alors que là c'est plus du maniérisme, je trouve, et c'est plus poseur que les expériences que pouvait fournir The Neon Demon, même si j'ai pas extrêmement aimé The Neon Demon. Mais là, il y avait le propos sur la mode qui vient un peu comme ça. Enfin, pas sur la mode, c'est sur le milieu artistique. Mais c'est pas tant le propos, il sert en fait l'intérêt de ce personnage de Amy Adams, dont j'ai plus le nom, qui est une nana qui à la base. Suzanne Morrow. Qui est une créative, mais elle a jamais réussi à percer dans la création. Ouais. Du coup, elle se retrouve dans un truc complètement de l'art comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aiment. C'est surtout c'est de l'art dégueulasse où il y a que les bourgeois qui aiment ce genre d'art. Ça, le film te le dit, tu vois. Oui, et du coup, il te le dit, mais ça rejoint ce personnage qui du coup, j'arrive pas à m'expliquer parce que j'ai pas préparé de notes. C'est que le début du film. Je suis pas sûr. Non. C'est quand elle revient. Moi je l'ai vu comme ça. Après, là où il y a le screamer, le magnifique screamer,
Voilà, donc là ça revient dans son univers. Et il y a même l'actrice qui jouait dans The Neon Demon et qui jouait Jenna Malone, qui jouait quasiment le même rôle. J'ai pas vu le film, donc je pourrais pas te répondre là-dessus, mais moi j'avais pas l'impression que... Enfin, j'ai vu cet art, comme disait Marina, une espèce d'échec de vie personnelle, et comme une espèce d'ennui dans sa vie, et ce roman qu'elle va recevoir justement va provoquer ce qui va s'en suivre, donc tous ses regrets, je suis d'accord tout ça, quoi. Avec tout ça, et c'est ce que je reproche en fait. C'est le fait que tout serve à quelque chose, et que vraiment ça soit ultra cadré, et que ça soit le produit qui est là, qui est hyper beau, C'est un film qui est écrit à gros traits, mais ça s'assume plutôt bien cette écriture-là, s'assume très bien, moi je trouve, dans la mise en scène de Tom Ford. Ce qui est relativement bien fait à ce niveau-là. Que j'aime pas. En fait. Voilà, après je pense que c'est une question de goût, de sensibilité par rapport à l'écriture d'un film, parce qu'il y a des films qui sont écrits à très très gros traits et que moi j'apprécie, et des fois ça m'agace. Je pense que ça dépend aussi un peu du. Il y a un aspect du film, moi je l'ai vu comme ça en tout cas, c'est que la fiction que lit Amy Adams, elle est plus réaliste que la vie d'Amy Adams. Elle est plus, on est plus proche de l'histoire de. Mais oui. Et d'ailleurs, ça se voit surtout avec le montage sonore qui est assez hallucinant, parce qu'on passe de la vie de cette fiction qu'elle est en train de lire à sa vie à elle, avec les bruits, ne serait-ce rien que des bruits de grillons et des bruits de nuit qui sont assez... Alors en plus, elle, c'est elle l'animal nocturne, donc tu as ce travail sonore qui est assez hallucinant, ce travail de montage qui est beau, qui te fait passer du côté cauchemar à réalité, où on est en train de se dire, ouais, en fait elle vit vraiment, elle est dans un fantasme, la nénette, surtout, elle est dans un monde complètement... Tu vas m'aider là-dessus, mais c'est faux, quoi. Est-ce qu'il y a des scènes dans la réalité de Amy Adams où on a par exemple plus de 5 minutes à la suite? C'est-à-dire plus de 5 minutes qui se passent en temps réel pour elle. Non, c'est très cuté, j'ai l'impression. C'est très cuté, c'est surtout que tu as toujours tu es toujours en train de te dire, mais est-ce que c'est la vérité, ou est-ce que parce que il y a toujours est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'elle est en train de lire, ou est-ce que elle est elle-même là? Alors c'est bon, ça. Il y a un trouble et un doute. C'est très le lien entre ce qu'elle lit et ce qu'elle vit est assez troublant, et notamment avec alors j'ai pas le nom de cette actrice qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui joue la femme Fisher. de Tony. Comment elle s'appelle? Isla Fisher. Isla Fisher, qui sur le moment, moi j'avais même pas capté que c'était pas la même actrice, et ça c'est vraiment super. Enfin, c'est très très bon. Ce côté, moi je l'ai trouvé un côté un peu Hitchcockien à ce film que j'ai beaucoup apprécié. Il a un côté un peu Fincher aussi que j'ai beaucoup aimé. David Lynch aussi. Ouais, David Lynch pour aussi. Le début. Oui, alors Lost Highway, même Noé un peu aussi. Gaspard Noé, moi j'ai trouvé. Oh putain, j'ai cru que tu parlais du film de Aronofsky. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est ce film. Oui, de Gaspard Noé, et encore, bon, oui, on pourrait, mais après je peux comprendre qu'on ne puisse pas adhérer à ça, parce que c'est vrai que c'est un côté un peu trop parfait, et c'est aussi ce qu'on avait reproché par exemple à un film comme The Revenant, qui était un petit peu trop magistral pour être vrai, entre guillemets, le film est trop bien pour être vrai. Attends. Mais non, c'est pas ça. Mais après c'est vrai que là il en parlait tout à l'heure, Antoine, c'est que moi je suis sortie de ce film avec une légère frustration de me dire putain merde, il y a plusieurs pistes de lecture, et je crois que j'en ai compris aucune. Et c'est en ça que c'est le seul bémol du film, c'est de sortir de là, je fais putain, mais attends, il y a plein de listes il y a plein de pistes. Et j'étais avec mon chéri qui a cette belle sensibilité. Excuse-moi, je vais rougir parce que je parle de mon homme. Bref. Non, il a cette belle sensibilité, cette naïveté d'avoir vu tout de suite l'histoire d'amour, alors que moi je l'ai pas vu du tout. Et du coup, c'est une piste de lecture qui est assez belle, et on se rend compte qu'il y a différentes pistes de lecture, et que moi j'ai capté aucune d'elles. Il y a une histoire d'amour. L'histoire d'amour c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire d'un homme qui, à travers cette fiction, raconte l'histoire d'amour qu'il aurait voulu vivre avec cette femme, et lui montre, toi tu as avorté de cet enfant que j'avais envie avec toi, de cette famille que je voulais créer, et ben regarde comment moi je l'ai vécu comme un viol, je l'ai vécu comme un meurtre. Mais ça on te le dit clairement. Et d'ailleurs, oui, on le dit clairement, mais moi je cherchais quelque chose de plus compliqué. Ah bah non. Et c'est ça qui est assez... Ben non, mais du coup, c'est ça qui est frustrant, parce que sur le moment, j'ai cru que j'avais loupé le truc. Tu en parles, mais est-ce que Amy Adams a que des rôles d'anti-IVG? Parce que dans Premier Contact, c'est ce qu'on en avait parlé aussi. Non, mais c'était... Je sais pas, je me suis dit, mais c'est marrant, il y a un lien entre les deux films qui m'a... Pardon, le Screamer, il vous a pas interpellé?
Bah, il m'a surpris. J'ai eu une crise cardiaque, hein, oui, voilà. Par contre, alors, super étudié. moi je vous rejoins globalement. J'ai bien aimé le film. J'ai beaucoup apprécié le duo, voilà, Jake Gyllenhaal et Michael Shannon. Et puis aussi cette peinture des États-Unis à travers 3 espaces, New York, le Texas et Los Angeles, voilà, d'est en ouest. Ouais. Par contre, c'est vrai que je rejoins un peu Gauthier. J'ai trouvé ça un peu surfait. Par moment. Et puis j'ai trouvé que le film était inégal parce que la partie d'Amy Adams, elle était déjà elle était un peu chiante, et puis elle était éclipsée aussi par le duo Michael Shannon Gyllenhaal, et oui, et donc je la trouvais déjà moins bonne dans son jeu d'actrice, et puis comme c'était pas la partie thriller, c'est pas le personnage principal justement. Ça aurait été mieux avec Felicity Jones, non? Non, mais on va pas revenir. C'est pas le personnage principal, et je pense que c'est normal qu'elle passe en second plan parce que c'est l'histoire d'un homme qui a été. Au contraire, on est plutôt de son point de vue, et surtout, le film est toujours entrecoupé de plans où on voit Amy Adams dire c'est trop dur de voir. Moi, je suis d'accord pour dire que le triple de relecture est très intéressant, mais le film a les qualités de ses défauts, c'est que par moment, de cutter en plein milieu d'une tension sur Amy Adams qui est en train de réagir, il y a des moments où je trouve ça dommage parce que l'attention qui est faite avec donc quand elle lit le bouquin, ce qu'on est en train de voir, je trouve que des fois ça pouvait suffire à lui-même, et je pense que ça aurait pu même faire un très très bon thriller en soi, toutes les séquences. En fait, il avait une super idée sur le Texas, et peut-être que après ça faisait pas assez pour faire un long métrage, et un meilleur film, et il a pas brodé autour parce qu'il y a quand même une cohérence. Moi, ça ne m'a pas gêné. Non, mais les flashbacks ne servent que pour le parallèle avec le bouquin, c'est ça le problème. Ça, à chaque fois on voit une scène parce qu'elle sert avec le parallèle au bouquin. Si dans les flashbacks aussi, le début de la romance avec. On n'a pas l'impression que c'est des flashbacks en plus. Ouais, en plus ils sont nuls. Et non mais c'est une romance ultra classique. Et ben à un moment, Gyllenhaal il passe devant une lumière rouge, et hop, dans le flashback on retrouve la lumière rouge. Je sais plus, dans le phare d'une bagnole ou un truc comme ça. Et voilà, donc là t'as ton petit raccord, donc t'es content, t'as le raccord. Après, on va retrouver le bruit dans la cheminée, hop, et donc là, au Texas aussi. Rabat-joie, quoi. Non mais c'est. Non mais il y a aussi des incohérences. T'as pas réussi à rentrer dedans peut-être. Ouais, non, c'est pas une question de. Ouais, c'est une question que c'est peut-être trop appuyé. Moi je trouve ça gênant. On a trop envie de faire rentrer dans le film en fait. Moi j'ai eu un problème aussi sur la timeline du film. Je trouvais qu'il y avait d'énormes incohérences parce que par exemple le personnage d'Amy Hammer, là, son mari à Amy Adams, elle est censée être avec lui depuis 19 ans, mais le gars a 30 ans. Ouais, voilà, ça aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés en 11. Non mais. Il a des détails. Moi j'ai pas des détails. Tu trouves qu'il fait trop jeune pour son âge? Il fait beaucoup. Il a 30 ans en vrai en plus, donc ça veut dire. En vrai, mais c'est un acteur à 30 ans, c'est ça que tu veux dire? Pardon? Oui, l'acteur. Non mais on n'y croit pas. Qui met 30 ans ou quoi? Attends, tu penses vraiment que ça faisait 20 ans qu'il était avec elle? Ça va avec son monde qui est lisse et qui est tout de la bourgeoise un peu coincée dans sa. Ben si, ça va. Il a un petit peu côté Toy Boy ce mec, hein. Un peu un côté. Elle l'a choisi parce que c'est un bel homme qui a de l'argent. Ça va avec sa vie finalement, et c'est normal qu'elle se fasse tromper. Enfin normal. J'ai dit ça. Sur Radio Féminisme. Il faut qu'on fasse court, donc un dernier mot. Voilà. Non, mais c'est un beau film. Je pense qu'il fera partie de mon top. À revoir peut-être aussi. Moi, je sais que c'est un film que je vais revoir. C'est comme Premier Contact. Moi, j'ai eu besoin. Enfin, j'avais aimé le Premier Contact, et il a fallu un deuxième Contact. Là, je pense qu'il va falloir une deuxième vision. Moi, j'ai parlé que pour les défauts, mais j'ai beaucoup apprécié le film. Normalement, comme je disais, la triple lecture avec la triple temporalité que je trouve intéressante, même si je trouve que justement la tension est tellement forte et tellement éblouissante lorsqu'elle lit le roman, donc quand on est plongé dans le roman, et des fois ça cause des côtés un peu inégaux, mais je suis désolée, j'ai un ami qui écoute la radio qui me fait: les flashbacks ne sont pas du tout seulement un parallèle avec le livre, c'est beaucoup plus, donc on pourra l'inviter la prochaine fois. Bravo. Non, parce que lui il a une autre théorie sur le film qui est assez intéressante, mais du coup on peut pas en parler là, mais il a une théorie sur le film que j'avais pas vue comme ça. Il a peut-être une quatrième. Demande-lui sa théorie là. On va non mais Horatio, si tu nous écoutes d'ici, allez, dans 5 secondes, là, vite, envoie-moi un petit message. Non, on sera déjà passé à un autre film. On va passer à Neruda de Pablo Larraín. Larraín? Non, c'est un. Larraín, ouais. Larraín. Bref. Bande annonce. Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes
gastes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Aquí entro yo, el sagaz comisario Peluchenó. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Conoce usted a Neruda? No, yo no. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará? No sabemos. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Quieres que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. Tiene que estar en alguna parte. Tienes razón. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal ni un secundario. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Esto va a ser muy impresionante. Neruda, le dernier film de Pablo Larraín, donc qui sortira un film d'ailleurs début février qui s'appelle Jackie avec Nathalie Portman. Alors dans ce film, donc Neruda, donc on se trouve en 1948, la guerre froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Viela demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Oscar Peluchenó le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son épouse échouent à quitter le pays et sont alors dans l'obligation de se cacher. Ils jouent avec l'inspecteur, laissent volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Alors qui veut réagir pour ce film de Pablo Larraín? Vas-y Gauthier, t'as aimé? Non, vas-y, je t'en prie. Bah moi je suis pas très objectif, mais je suis un fan de Pablo Larraín, donc j'ai pas été surpris, comme t'en parleras sûrement après Raphaël, de l'esthétique du film. Donc je trouve que c'est un film à voir et à revoir pour en comprendre toutes les subtilités, que c'est une poésie assez impressionnante comparée justement à Jodorowsky qui est aussi chilien et que j'ai critiqué tout à l'heure. Rien que la scène d'ouverture j'ai trouvé exceptionnelle, je vais pas la spoiler exprès. Je trouve que c'est une excellente façon d'envisager le biopic. On est loin de tout ce qui a pu se faire auparavant. On se consacre bien moins au fait qu'à cette mascarade de mise en scène, de montage, de lumière, de cadrage et de scénario, de jeu des acteurs avec la voix par exemple off de Gaël Garcia Bernal. J'ai trouvé aussi l'interprétation de Luis Gnecco assez intéressante et même de tous les acteurs en général, même les rôles secondaires. Et voilà, donc pour moi c'est le premier coup de cœur de l'année. J'avais peut-être quelques réserves au niveau de la fin, j'ai trouvé peut-être moins forte que le reste du film, mais aussi au fait qu'il faut quand même connaître l'histoire du Chili ou même de Pablo Neruda pour saisir un peu toutes les subtilités. C'est vrai que c'est un film, je te rejoins sur le... Enfin c'est un biopic un peu anti-biopic quoi. Il prend vraiment à contre-pied le genre qui est quand même toujours très classique, toujours très écrit linéairement, etc. Et je trouve que là, voilà, comme tu dis, au final les faits on s'en fout un peu et il prend un malin plaisir à faire une espèce de nuance entre un côté un peu comment dire, loufoque, drôle, amusant, une espèce de farce et un thriller à la fois aussi très sombre, une vraie course-poursuite. Donc il y a une espèce de nuance entre les deux, entre ces deux tons pendant tout le film que je trouve assez juste. Et, on sait pas sur quel pied danser, on sait pas si c'est un biopic du coup ou si vraiment c'est une narration et on est un peu perdu et du coup on passe à côté de ces éléments-là. Il faut le voir une deuxième fois je pense. Mais après je pense que Pablo Larraín nous dit clairement que les faits, la véracité des faits on s'en fout un petit peu quoi. Enfin, je pense que il a peu trahi comment dire le personnage qui est Neruda, merci, et peu trahi un peu les grands faits historiques, mais il a fait un vrai film de fiction et voilà, s'il voulait faire un vrai documentaire, s'il voulait faire un truc avec des faits véridiques, etc., il aurait peut-être fait un documentaire, mais au moins il s'amuse à faire de la fiction et à jouer avec le spectateur avec ça, avec cette course-poursuite, etc., que je trouve vraiment de qualité. Je ne trouve pas qu'on comprend cet élément trop tard peut-être?
pour quel élément il joue avec fait vraiment c'est la surprise un petit peu. Oui, on est surpris, mais du coup on est surpris trop tard. Non, moi je trouve on est surpris d'entrée, j'ai compris, on sent avec la voix ce policier, cette voix off que c'est ce mec pas clair, un peu drôle, il fait des blagues avec son, on comprend qu'on est dans la tête d'un personnage qui est contre Neruda, et je trouve ça amusant ce postulat là. C'est assez original. Non, mais c'est surtout très récurrent dans la filmographie de la reine, donc le mix entre l'humour et le côté noir, c'est pas étonnant si on regarde. J'avais vu moi Santiago 73 post-mortem, je sais pas si c'était pas trop mal ça aussi, et il y avait No qui était vraiment bien. Donc ça confirme que c'est un bon cinéaste à suivre. Moi je le connais pas du tout ce cinéaste, mais alors c'est quoi son délire avec les scènes de dialogue coupées, faux raccord dans on se retrouve dans la cuisine puis on se retrouve dehors, j'ai trouvé ça très bizarre et je comprends pas l'intérêt en fait. Moi j'ai surtout trouvé c'était l'occasion pour Larine de se la frimer un peu au niveau mise en scène. Je comprends pas la logique, alors vas-y explique-moi. Ce qui est lié aussi avec tous ces mouvements qu'il fait au Steadicam, c'est que c'est quand même un personnage qui est en fuite, donc c'est un film sur le mouvement et qui est constamment je pense, moi je l'ai vu comme ça, c'est un personnage qui est complètement instable, qui tient pas 2 secondes sans bouger, et donc je pense qu'il a voulu essayer de le faire ressentir à travers la mise en scène comme ça. Et je trouve qu'il y a une reconstitution vraiment bien aussi de l'époque. Je repense même aux scènes où ils sont sur les motos ou sur les voitures, où on sent que c'est vraiment comme dans les années 50, et je trouve qu'il a assumé vraiment bien ce côté un peu, ça me fait un hommage à cette période et aussi un hommage au cinéma de cette période, et je trouvais que c'est pas très subtil, mais je trouvais ça assez beau et assez amusant de voir Gaël Garcia Bernal sur une moto, et derrière on voit un fond qui bouge comme dans les années 50. Je trouvais ça très amusant, et je trouve que le film reconstitue bien son époque, que ce soit à travers les costumes, que ce soit à travers le ton du film, le teint aussi, et ce genre de petits détails. Mais est-ce que les filtres Instagram ne gâchent pas un peu tout? Non, je trouve que ce teint là est vachement agréable. C'est les lens flares surtout qui sont surprenants. Les lens flares avec DJ Abrams à côté, franchement. Oui, non, mais là je vois pas l'intérêt. DJ Abrams, encore, c'est dans quand il l'utilise, je trouve que c'est beaucoup mieux fait, et là je vois pas le lien du tout avec les années 40, et je trouve que ça sort un peu. Surtout c'est un peu tout le temps, c'est un peu aléatoire. C'est tous les plans, à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit n'importe où. Même les contre-jours. Si tu veux en parler peut-être, Guillaume, parce que ce silence il rentre vraiment en rapport avec le film, parce que franchement je trouve qu'il y a pas grand chose à dire sur ce film. Rogue One, il y a plus peut-être. Très bien. Alors ça va être la gag facile de l'année. Vous allez pouvoir continuer, moi je m'en fous, franchement. Mais ce film là il a rien de transcendant finalement. Mais très bien, mais c'est ton avis. Les acteurs et les acteurs, je les ai pas trouvés non plus super, surtout celui qui incarne Neruda, Luis Gnecco, j'ai pas moi je trouve qu'il jouait très bien. J'ai préféré sa femme Mercedes Morán. non mais allez, tu fais des allusions. Bravo. non mais je la trouvais beaucoup plus convaincante en tout cas. Ok, par rapport à du casting. Elle a 3 scènes, ouais. C'est vrai que... Et Gaël Garcia Bernal dans tout ça. Il est bon. Je crois que c'est juste, moi j'aime beaucoup cet acteur, et je trouve qu'il incarne bien un peu justement ce côté à la fois ridicule. Et à la fois, c'est un personnage pour lui en tout cas. C'est un personnage qui se prend vraiment très très au sérieux, et il y a un côté ridicule un peu inhérent au personnage que je trouve qu'il incarne vraiment bien. Palishana. Son nom me fait. Enfin, je sais pas, comme il le prononce, c'est très drôle, je trouve, dans le film. Quelqu'un veut réagir sur un autre point sur ce film? Bah non, puisqu'il n'y a rien à dire. Très bien. Non, c'est un film. Ça nous fait gagner du temps, surtout quand on attend Jackie avec impatience maintenant. Du coup, je l'attends pas, moi, celui-là. Bizarrement, parce que c'est un film américain et j'ai peur du coup qu'il n'ait pas eu les libertés qu'il a eu au Chili. Et... Ouais, je l'attends pas trop celui-là. D'accord, merci. Un film avec Nathalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig aussi, dedans. Maintenant, on va passer donc après Marquis, après l'avocat de la terreur. Ciné Campus nous propose lundi 16 janvier de voir ou de revoir Spitters, donc de Paul Verhoeven. La séance est comme toujours à 20h30 au cinéma Utopia. Donc nous recevons donc la 3e équipe de Ciné Campus. Donc Grégoire et Yanis, je vous demande de venir. C'est un petit fond là, je crois. Et sinon, Rogue One, alors, au-dessus de Pablo Larraín. Et non, pas de jingle. J'étais premier surpris. En plus, le jingle c'est de la merde. C'est la décadence cette émission là. C'est n'importe quoi. Fais-les.
La prochaine fois, tu me les envoies. Non, la prochaine fois, il faut faire un single Ciné Campus, sauf si c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. non, un jingle et un jingle, c'est de la merde. Voilà. Je vais retrouver Marina en présentatrice de l'émission Cinémascope. bientôt. Donc, bonsoir, Grégoire Yanis. Bonsoir. Vous avez un micro? Oui, c'est bon, parfait. Donc la projection de Spitters de Paul Verhoeven, c'est dans la dynamique de Sans Interdit, donc le cycle de Ciné Campus cette année. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la relation entre le thème Sans Interdit et Spitters, donc de Paul Verhoeven? Tu veux commencer le lien est tout simple, c'est que ce film, lors de sa sortie en 1980, il a été censuré. Et il a été catégorisé de misogyne, d'homophobe, d'anti-handicapé. Et donc à ce coup-là, Paul Verhoeven, le réalisateur du film, a décidé de s'exiler lui-même et faire une carrière aux États-Unis. Voilà. C'est le film qui a provoqué son départ. Voilà. Très bien. Donc il avait à ce moment-là, il avait réalisé combien de films d'ailleurs, parce qu'il est des Pays-Bas. C'est son 5e film, je crois. 5e film. Donc de quoi parle ce film un peu parce que... C'est l'histoire de 3 amis passionnés de motocross qui font des compétitions, qui rêvent comme beaucoup de personnages verhoveniens d'ascension sociale. Voilà. Et donc du coup un jour ils rencontrent une belle et plantureuse jeune femme qui s'appelle Fienge, excusez-moi, c'est du néerlandais, j'ai un peu du mal. Et cette fille est une arriviste et manipulatrice, comme beaucoup de personnages féminins verhoveniens, et qui va sortir avec les 3 garçons, un des 3 à chacun de leur tour, et les manipuler pour arriver à ses propres fins, pour ses propres ambitions. Voilà. Et ça va bousculer un peu leur quotidien, leur existence, et mettre à mal leur conscience morale, on va dire. Le film a été critiqué donc pour l'homophobie, le côté un peu misogyne. Quelle est la vision de Paul Verhoeven d'ailleurs sur ce point-là? Est-ce que c'était son but? Pourquoi il a été pris comme ça? Non, en fait, Verhoeven, dans ce film, c'est lui qui le dit, il voulait montrer les choses vraies. En fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il a les éléments qui pourraient faire de ce film un teen movie, un truc un peu à l'américaine, et sauf qu'il, dans une mise en scène super crue et sans artifice, il expose vraiment cette espèce de classe sociale moyenne, voire basse de la périphérie de Rotterdam, et il cadre des choses vraies comme elles sont. C'est ce qu'il voulait faire dans ce film. Donc c'était pas choquer ou voilà, c'était exposer des choses qui plaisaient pas forcément à la société de cette époque, mais voilà, qui était ce qu'il pensait être vrai. Paul Verhoeven, de toute façon, a un peu la réputation d'être un cinéaste subversif et provocateur, donc ça m'étonne pas. Moi, j'ai pas vu du coup Spitters, je viendrai le voir lundi. Je connais bien la filmographie américaine de Verhoeven, mais du coup, je pense que ça peut être un point de vue intéressant si c'est ce genre de film qui l'a fait partir aux États-Unis. C'est sûr qu'elle est beaucoup moins connue, sa filmographie aux Pays-Bas. Exactement, elle est beaucoup moins connue. C'est ce qu'on lui a beaucoup reproché à une époque, c'était faire un gros doigt d'honneur à la société de l'époque. Il se proclamait pas, c'est surtout les critiques, je pense, à cette période-là, le proclamaient comme anti-bourgeois, etc. Et que ça soit dans Turkish Delice ou Katy Tipple, etc. Il montre toujours des personnages marginaux qui rêvent d'aller en haut de la pyramide hiérarchique de la société, quoi. Et pour ça, il montre à travers sa mise en scène, sa narration, plein de choses pour montrer aux spectateurs en fait le mal de la société de l'époque. Très bien, mais il a continué à le faire en Amérique avec il a continué sous une autre façon, oui, voilà. Et surtout sur sa période hollywoodienne, il est plus dans l'ironie, on va dire. C'est un cinéaste aussi de l'ironie. L'exemple le plus typique, c'est Starship Trooper, avec ses spots publicitaires. On en a un petit peu aussi dans Robocop. Il critiquait le système capitaliste américain. Et voilà, il jouait des codes, en fait. Je pense que c'est un cinéaste qui joue beaucoup des codes. Il les prend, il les déstructure, les démembre et il les ramène à sa sauce, en fait. Voilà. Ouais, très intéressant. Et donc pour parler de ce film, donc après la projection le 16, il y aura un débat avec Sébastien Mattesti. Sébastien Mattesti, psychologue, ouais. D'accord.
donc, qui est spécialiste du comportement de l'adolescent et de l'enfant. Et donc ce qui est assez intéressant parce que en fait ce film il met en scène ces 3 héros principaux sont des adolescents qui passent à travers les crises, certaines crises que cette période oblige et donc du coup voilà, on va essayer d'avoir une intervention de ce psychologue à 2 échelles, c'est-à-dire qu'il va parler un peu de la psychologie des personnages. Et il va parler aussi de l'impact du film, le fait qu'il soit censuré, etc. C'était considéré comme un film dangereux. Et donc il va parler aussi du coup de la psychologie du film en lui-même et de ce que ça pouvait, de la psychologie spectatorielle, de ce que ça pouvait impacter sur le spectateur. Très bien, on vous conseille d'aller voir ça lundi 16 janvier donc à l'Utopia comme toujours à 20h30. Merci Yanis et Grégoire d'être venus en parler. Merci à vous. Merci. Oui, tu voulais dire Marie? J'ai failli tomber de ma chaise. En 2-3 secondes. Génial ce que tu avais à dire. Oui, c'était juste pour... je suis désolée, c'est du placement de produit. Je voulais juste... On a parlé de beaucoup de films ce soir. Il y en a beaucoup sur lesquels on a écrit à l'infini détail, la revue. Et voilà, il y a beaucoup de films du coup qui se retrouvent dans les tops de chacun. C'est un numéro qui normalement est un retour de Cannes. On est toujours bénévole et on a toujours des emplois du temps un peu serrés pour gérer la revue. Et du coup, on a décidé de sortir le numéro après que les films aient été vus par tous en fait. Donc voilà, vous pouvez aussi construire votre avis avec toutes ces critiques. Et on a du coup sorti récemment nous aussi un top des rédacteurs. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que Tony Erdmann se retrouve dans le top et dans le flop de la rédaction. Donc c'est une rédaction assez éclectique, mais voilà, c'est tout. Si vous voulez lire l'infini détail sur tous les films dont on a parlé ce soir, voilà. Très intéressant. Donc on trouve sur le web. Oui, on a une page Facebook sur laquelle on publie de toute façon tout, qui est gérée par notre secrétaire de rédaction qui s'appelle Guillaume, qui fait un travail fou. Et voilà. D'accord. On a un site internet aussi. Merci Marina. Et je voudrais remercier. Mais remercier quand même Kouzaï ce soir qui a filmé l'émission parce que c'est la première. Merci Kouzaï. Elle sera en replay. Elle sera en filmé bientôt. On va mettre Arnaud toujours à la technique. Arnaud toujours à la technique, bien sûr. Mais j'allais le faire. Et j'allais vous tous vous remercier. Merci d'être venus si nombreux pour parler de vos flops et de vos tops surtout. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Pour rester dans la thématique donc des tops notamment, comme en début d'émission, on se quitte avec un des meilleurs titres donc d'indépendants en 2016. Il s'agit du titre The Magician, donc de l'artiste canadien Andy Schauf. À la semaine prochaine.